Dans ce premier chapitre de la section 6, nous allons étudier plus précisément ce que sont les page-joins. Le CoinJoin, il représente actuellement la méthode la plus efficace pour introduire de l'incertitude dans le traçage des pièces lors d'une analyse de chaîne. Comme nous avons vu dans les chapitres précédents, pour obtenir un mixage performant, il faut que les inputs et les outputs présentent la plus grande homogénéité possible. De plus, il est important que les pièces soient intégrées dans un groupe aussi vaste que possible pour maximiser les unknown sets. Ainsi, pour que les CoinJoins soient efficaces, ils doivent impliquer un grand nombre de pièces uniformes. Cette multitude d'exigences fait que les transactions CoinJoins ont une structure très rigide. Les montants sont fixés à l'avance et tous les participants doivent s'y conformer pour garantir l'uniformité du processus. De plus, les CoinJoins requièrent une synchronisation entre tous les participants et le coordinateur de la construction de la transaction. Ces exigences rendent le CoinJoin peu adapté pour les paiements directs. Par exemple, si vous possédez une pièce de 1 million de sats dans une pool de CoinJoin, l'utiliser directement comme un paiement serait assez complexe. Cela nécessiterait une synchronisation avec les autres participants et le coordinateur pour construire la transaction collaborative précisément au moment où vous devez effectuer le paiement et le montant de l'achat devrait correspondre exactement à la valeur de votre pièce, ce qui est pratiquement irréalisable. La transaction CoinJoin est donc par nature une transaction collaborative de balayage, c'est-à-dire que ce sont généralement les mêmes propriétaires des inputs que l'on retrouve en outputs. Pourtant, il serait intéressant de disposer de structures de transactions qui permettent de réaliser des paiements de manière pratique tout en introduisant du doute dans l'analyse de chaîne. C'est précisément ce que nous allons étudier dans ce chapitre et le suivant. C'est quoi une transaction page-join ? Le page-join, c'est une structure spécifique de transaction Bitcoin qui permet d'améliorer la confidentialité des utilisateurs lors d'une dépense en collaborant avec le destinataire du paiement. C'est en 2015 que Laurent MT évoquait pour la première fois cette méthode sous l'appellation de Steganographic Transaction, selon un modèle que vous pouvez retrouver sur Internet. Cette technique, elle fut adoptée par le portefeuille Samurai Wallet, qui en 2018 fut le premier client à l'implémenter avec l'outil Stowaway. On retrouve également le concept de page-join dans le BIP 79 et le BIP 78. Plusieurs termes sont ainsi utilisés, plusieurs termes différents pour désigner la même chose, pour désigner un page-join. On a évidemment page-join, on a Stowaway, on a P2EP, c'est-à-dire Pay to Endpoint, et transaction stéganographique également. La particularité du page-join réside dans sa capacité à générer une transaction qui paraît ordinaire à première vue, mais qui est en réalité un mini CoinJoin entre deux personnes. Pour cela, la structure de la transaction fait intervenir le destinataire du paiement dans les inputs aux côtés de l'expéditeur réel. Le destinataire inclut donc un paiement vers lui-même au milieu de la transaction qui permet elle-même de le payer. Prenons un exemple pour mieux comprendre ce processus. Alice achète une baguette pour 4000 sats à l'aide d'un UTXO de 10 000 sats et opte pour un page-join. Son boulanger, Bob, ajoute un UTXO de 15 000 sats qui lui appartient en input et qu'il récupère en intégralité en output en plus des 4000 sats d'Alice. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur la transaction sur l'écran. Dans cet exemple, Bob, le boulanger, introduit 15 000 sats en input et ressort avec 19 000 sats en output. Donc la différence est exactement de 4000 sats, c'est-à-dire le prix de la baguette. Du côté d'Alice, elle entre avec 10 000 sats et se retrouve en sortie avec 6 000 sats en output, ce qui représente bien un solde de moins 4 000 sats, c'est-à-dire le prix de la baguette. Pour simplifier l'exemple, j'ai délibérément omis les frais de minage dans cette transaction. À quoi ça sert le page-join ? Alors, la transaction page-join, elle remplit principalement deux objectifs qui permettent aux utilisateurs d'améliorer la confidentialité de leur paiement. Tout d'abord, le page-join, il vise à induire en erreur un observateur extérieur en créant un leurre dans l'analyse de chaîne. Ceci est rendu possible grâce à l'heuristique CIOH, Common Input Ownership Heuristic. Comme nous l'avons vu dans la partie 3, habituellement, lorsqu'une transaction sur la blockchain présente plusieurs inputs, on suppose que tous ces inputs appartiennent à une même entité ou à un même utilisateur. Ainsi, lorsqu'un analyste examine une transaction page-join, il est amené à croire que tous les inputs proviennent d'une même personne. Toutefois, cette perception elle est évidemment erronée, car le destinataire du paiement contribue également aux inputs aux côtés du payeur réel. L'analyse de chaîne est donc déviée vers une interprétation qui se révèle être fausse. Reprenons notre exemple de transaction page-join pour le paiement d'une baguette. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est du point de vue extérieur. Lorsque l'on ne sait pas que c'est un page-join, on voit la transaction comme ceci. Deux inputs, 10 000 sats, 15 000 sats, deux outputs, 6 000 sats, 19 000 sats. En voyant cette transaction sur la blockchain, l'observateur extérieur qui suit les heuristiques habituelles de l'analyse de chaîne en fera l'interprétation suivante. Alice a fusionné deux UTXO en inputs de la transaction afin de payer 19 000 sats à Bob. Cette interprétation, elle est évidemment incorrecte, car comme vous le savez déjà, les deux UTXO en inputs n'appartiennent pas à la même personne.
Un provient d'Alice, l'acheteuse de la baguette, et l'autre provient de Bob, le boulanger. L'analyse de l'observateur externe est ainsi dirigée vers une conclusion qui est erronée, ce qui garantit la préservation de la confidentialité des parties prenantes. Le second objectif du PageJoin est de tromper un observateur extérieur sur le montant réel du paiement qui a été opéré. En examinant la structure de la transaction, l'analyste pourrait croire que le paiement est équivalent au montant d'un des outputs. Si l'on reprend notre exemple d'achat d'une baguette, l'analyste va penser que le montant du paiement correspond soit à l'UTXO de 6000 sats, soit à l'UTXO de 19 000 sats. En l'occurrence, l'analyste va plutôt penser que le montant de paiement est de 19 000 sats parce qu'il y a deux UTXO en inputs, dont au moins un est supérieur à 6 000 sats. Il n'y a donc pas de raison logique d'utiliser deux UTXO pour payer 6 000 sats, alors qu'un seul UTXO en inputs aurait suffi pour satisfaire ce paiement. Donc logiquement, ici, on peut penser que 19 000 sats correspond au paiement. Mais en réalité, cette analyse, elle est un petit peu erronée parce que le montant du paiement ne correspond à aucun des outputs. Il est en fait la différence entre l'UTXO du destinataire en output et l'UTXO du destinataire en input. Donc, c'est ce que vous voyez sur le schéma. En réalité, ici, on a un paiement réel de 4000 sats, c'est-à-dire la différence entre 19 000 et 15 000. Donc, même si le 19 000 correspond bien à l'UTXO du paiement, le montant du paiement n'est pas de 19 000, mais de 4000. Et donc, en ça, la transaction PageJoin, elle rentre dans le domaine de la stéganographie. Elle permet de cacher le montant réel d'une transaction au sein d'une fausse transaction qui agit comme un leurre. La stéganographie, c'est une technique de dissimulation d'informations au sein d'autres données ou objets, de manière à ce que la présence de l'information cachée ne soit pas perceptible. Par exemple, un message secret peut être dissimulé à l'intérieur d'un point dans un texte qui n'a rien à voir, ce qui le rend indétectable à l'œil nu. Ça, en l'occurrence, c'est la technique du micropoint. Le micropoint, c'est typiquement une technique stéganographique. Et contrairement au chiffrement qui rend les informations incompréhensibles sans la clé de déchiffrement, la stéganographie, elle ne modifie pas l'information. Elle reste affichée en clair, l'information. Son objectif est plutôt de la cacher, de cacher l'existence même du message secret, alors que le chiffrement révèle clairement la présence d'informations cachées, mais elles sont inaccessibles sans la clé. Voilà, c'est ça la différence entre la stéganographie et la cryptographie, et c'est pour cette raison que le nom initial du PageJoin était Steganographic Transactions. On pourrait d'ailleurs établir une analogie entre la cryptographie et le CoinJoin, ainsi qu'entre la stéganographie et le PageJoin. En effet, le CoinJoin possède des attributs similaires à ceux du chiffrement. La méthode est reconnaissable, mais l'information est indéchiffrable. À l'inverse, le PageJoin s'apparente à la stéganographie, c'est-à-dire que l'information est théoriquement accessible, mais puisque sa méthode de dissimulation n'est pas reconnaissable, elle devient inaccessible. Parmi les logiciels connus qui prennent en charge le PageJoin, il y a Sparrow Wallet, Wasabi Wallet, Mutiny, Bitmask, Blue Wallet et Join Market, ainsi que le processeur de paiement BTCP Server. L'implémentation de PageJoin la plus avancée était les Stowaway sur Samurai Wallet, mais depuis l'arrestation des fondateurs du logiciel, cet outil ne fonctionne plus que partiellement. L'avantage du Stowaway, c'est que c'est un protocole complet et très simple d'utilisation qui prend en charge à la fois les réceptions et les envois de PageJoin. Et les transactions partiellement signées peuvent être échangées soit manuellement via le scan de plusieurs QR codes ou automatiquement par Tor via Soroban. C'est justement cette option d'échange automatique des PSBT via Tor via Soroban qui n'est plus disponible actuellement, qui est hors service depuis l'arrestation des fondateurs de Samurai. Mais il est toujours possible de faire des PageJoin avec un échange manuel scan de QR code pour faire des PageJoin sur Samurai. La difficulté d'utilisation du PageJoin, elle réside dans sa dépendance vis-à-vis de la participation du commerçant. En tant que client, l'utilisation d'un PageJoin est impossible si le commerçant ne le prend pas en charge. Cela ajoute donc une difficulté supplémentaire lors de l'achat. Non seulement il est compliqué de trouver des commerçants qui acceptent le BTC, mais si l'on cherche en plus ceux qui supportent les PageJoin, cela devient encore plus compliqué. Une solution serait d'utiliser des structures transactionnelles qui introduisent de l'ambiguïté dans l'analyse de chaîne, un petit peu à la manière du PageJoin, mais sans nécessiter la coopération du destinataire. Cela nous permettrait d'améliorer la confidentialité de nos paiements sans dépendre de la participation active des commerçants. Et c'est justement ce que nous allons étudier dans le prochain chapitre. Dans ce chapitre 2 de la section 6, nous allons étudier les mini CoinJoins de paiement. C'est moi qui les appelle comme ça, il n'y a pas vraiment de nom pour ces transactions. Donc nous allons voir à quoi cela correspond et à quoi ça sert, en quoi ça peut nous aider pour notre confidentialité sur Bitcoin. Lorsque l'on souhaite réaliser une transaction de paiement tout en préservant un certain degré de confidentialité, le PageJoin, c'est une très bonne option. C'est ce que nous venons de voir dans le chapitre précédent.
Mais justement, comme nous venons de le voir, le page join, ça nécessite de faire intervenir le destinataire. Et ça peut être embêtant. Si le destinataire il ne veut pas intervenir, comment on fait? Une alternative, ça consiste à utiliser une transaction Stonewall ou Stonewall X2. Donc, regardons un petit peu de plus près comment fonctionnent ces deux types de transactions. La transaction Stonewall, c'est une forme spécifique de transaction Bitcoin qui vise à accroître la confidentialité des utilisateurs lors d'une dépense en imitant un pseudo CoinJoin entre deux personnes sans pour autant en être un. En effet, cette transaction n'est pas collaborative. Un utilisateur peut la construire seul, en faisant uniquement intervenir les UTXO qui lui appartiennent en inputs, sans aucun autre collaborateur. Vous pouvez donc créer une transaction Stonewall pour n'importe quelle occasion, sans avoir besoin de vous synchroniser avec un autre utilisateur ou avec le destinataire, comme dans le cas du PageJoin. Le fonctionnement de la transaction Stonewall est le suivant. En input de la transaction, l'émetteur utilise deux UTXO qui lui appartiennent. En output de la transaction, la transaction elle produit 4 UTXO, dont 2 qui seront exactement de même montant. Les deux autres UTXO constitueront du change, et parmi les deux outputs de même montant, un seul ira effectivement au destinataire du paiement. Il y a donc seulement deux rôles dans une transaction Stonewall, l'émetteur qui réalise le paiement et le destinataire qui peut ignorer la nature spécifique de la transaction et attend simplement un paiement de la part de l'émetteur. Prenons un exemple pour bien comprendre cette structure de transaction. Alice est chez Bob, le boulanger, pour acheter sa baguette de pain qui coûte 4000 sats. Elle souhaite payer en Bitcoin tout en conservant une certaine forme de confidentialité sur son paiement. Elle décide donc de construire une transaction Stonewall pour le paiement. C'est la transaction Stonewall que vous voyez à l'écran. En analysant cette transaction, on peut voir que Bob, le boulanger, a effectivement reçu 4000 sats en paiement pour la baguette. Alice a utilisé deux UTXO en input, un de 10 000 sats et un de 15 000 sats. En output, elle a récupéré 3 UTXO, un de 4000, un de 6000 et un de 11 000 sats. Alice a donc un solde net de moins 4000 sats sur cette transaction, ce qui correspond bien au prix de la baguette. Dans cet exemple, j'ai intentionnellement négligé les frais de minage afin de faciliter la compréhension, mais en réalité, il faut également mettre une somme pour les frais de transaction. Alors, quels sont les objectifs d'une transaction Stonewall? La transaction Stonewall, elle ajoute énormément d'entropie à la transaction et vient brouiller les pistes de l'analyse de chaîne. Vue de l'extérieur, une telle transaction elle peut être interprétée comme un mini CoinJoin entre deux personnes, mais en réalité, il s'agit d'un paiement. Cette méthode, elle génère donc des incertitudes dans l'analyse de chaîne, voire oriente vers de fausses pistes. Reprenons l'exemple d'Alice chez Bob, le boulanger. La transaction sur la blockchain, elle se présenterait ainsi, du point de vue de l'extérieur. Un observateur extérieur qui s'appuie sur les heuristiques courantes d'analyse de chaîne pourrait conclure à tort que deux personnes ont réalisé un petit CoinJoin avec un UTXO chacun en inputs et deux UTXO chacun en output. L'analyse de cette transaction de l'extérieur ne conduit pas à l'application de la CIOH, car la présence de deux outputs de même montant suggère un pattern de CoinJoin. Donc, d'un point de vue extérieur, la CIOH n'est pas applicable dans ce cas spécifique. Donc, la transaction que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on peut penser en analysant la transaction de l'extérieur, mais qui s'avère faux, c'est pour ça qu'il y a une croix. Cette interprétation est inexacte parce que, comme vous le savez, un UTXO a été envoyé à Bob, le boulanger, et les deux UTXO en input proviennent d'Alice. Elle en a récupéré 3 outputs de change, d'ailleurs en sortie. Et ce qui est particulièrement intéressant avec la structure de transaction Stonewall, c'est que du point de vue d'un observateur extérieur, elle ressemble en tout point à celle d'une transaction Stonewall X2 que nous allons étudier justement tout de suite. Stonewall X2, c'est une autre forme spécifique de transaction Bitcoin qui vise également à accroître la confidentialité des utilisateurs lors d'une dépense, mais cette fois-ci par la collaboration avec une tierce personne non impliquée dans cette dépense. Cette méthode, elle fonctionne comme un pseudo mini CoinJoin entre deux participants tout en effectuant en même temps un paiement à une troisième personne. Le fonctionnement de la transaction Stonewall X2 est relativement simple. On utilise un UTXO en notre possession pour effectuer le paiement et on sollicite l'aide d'une tierce personne qui contribue également avec un UTXO qui lui appartient. La transaction, elle se solde avec 4 outputs, 2 d'entre eux qui sont de montants égaux, l'un destiné à l'adresse du bénéficiaire du paiement, l'autre à une adresse appartenant au collaborateur. Et un troisième UTXO est renvoyé à une autre adresse du collaborateur, ce qui lui permet de récupérer le montant initial. Donc c'est une action neutre pour lui, modulo les frais de minage. Et un dernier UTXO revient à une adresse qui nous appartient, qui constitue le change du paiement. On définit ainsi 3 rôles différents dans la transaction Stonewall X2. Il y a l'émetteur qui réalise le paiement effectif,
le destinataire qui peut ignorer la nature spécifique de la transaction et attend simplement un paiement de la part de l'émetteur. Et il y a le collaborateur qui met des bitcoins à disposition afin de mettre du doute dans l'analyse de la transaction, tout en récupérant intégralement ses fonds à la fin. C'est donc encore une fois une action neutre pour lui, modulo les frais de minage. Reprenons notre exemple avec Alice qui est chez Bob, le boulanger, pour acheter sa baguette de pain qui coûte 4000 sats. Elle souhaite payer en bitcoin tout en conservant une certaine forme de confidentialité sur son paiement. Elle fait donc appel à son ami Charles qui va l'aider dans cette démarche. En analysant cette transaction que vous pouvez voir à l'écran, on peut voir que Bob le boulanger a effectivement reçu 4000 sats pour un paiement pour sa baguette. Alice a utilisé 10 000 sats en input et a récupéré 6 000 sats en output, soit un solde net de moins 4 000 sats, ce qui correspond au prix de la baguette. Quant à Charles, il a fourni 15 000 sats en input et a reçu deux outputs, l'un de 4 000 et l'un de 11 000 sats, ce qui fait bien un solde de 0, donc une action neutre pour lui. Dans cet exemple, j'ai encore une fois intentionnellement négligé les frais pour faciliter la compréhension. Quels sont les objectifs d'une transaction Stonewall X2 ? Eh bien, comme la structure de transaction Stonewall, la structure Stonewall X2 ajoute énormément d'entropie à la transaction et vient brouiller les pistes de l'analyse de chaîne. Vue de l'extérieur, une telle transaction elle peut être interprétée comme un petit coin join entre deux personnes, mais en réalité, il s'agit d'un paiement. Cette méthode, elle génère donc des incertitudes dans l'analyse de chaîne, voire oriente vers de fausses pistes. Si on reprend l'exemple d'Alice, Bob, le boulanger et Charles, la transaction sur la blockchain, elle se présenterait ainsi. C'est ce que vous voyez à l'écran. Un observateur extérieur qui s'appuie sur les heuristiques courantes d'analyse de chaîne pourrait conclure à tort que Alice et Charles ont réalisé un petit coin join avec un UTXO chacun en input et deux UTXO chacun en output. Encore une fois, l'analyse de cette transaction de l'extérieur, elle ne conduit pas à l'application de la CIOH parce que on est en présence de deux outputs de même montant, ce qui suggère un pattern de coin join. D'un point de vue extérieur, la CIOH n'est donc pas applicable dans ce cas spécifique. Cette interprétation que vous voyez à l'écran de la transaction, elle est évidemment inexacte parce que, comme vous le savez, un UTXO a été envoyé à Bob, le boulanger, et Alice n'a qu'un seul output de change et Charles en a deux. Donc maintenant, je vous remets la bonne interprétation avec en inputs Alice et Charles et en outputs Bob, le boulanger, Charles, Alice et encore Charles pour son deuxième change. Encore une fois, ce qui est particulièrement intéressant avec la structure de transaction Stonewall X2, c'est que du point de vue d'un observateur extérieur, elle ressemble en tout point à celle d'une transaction Stonewall. Alors, on peut se demander maintenant quelle est la différence entre Stonewall et Stonewall X2. Eh bien, une transaction Stonewall X2, elle fonctionne exactement comme une transaction Stonewall, à la différence près que la première est collaborative alors que la seconde non. Comme nous l'avons vu, une transaction Stonewall X2 implique la participation d'une tierce personne, c'est-à-dire Charles, qui est extérieur au paiement et qui va mettre à disposition ses bitcoins pour améliorer la confidentialité de la transaction. Dans une transaction Stonewall classique, le rôle du collaborateur est pris par l'émetteur lui-même. D'un point de vue extérieur, le pattern de la transaction est exactement le même, c'est ce que vous voyez à l'écran. Le fait que ces deux structures de transaction partagent exactement le même pattern implique que même si un observateur extérieur parvient à identifier un pattern de type Stonewall ou Stonewall X2, il ne disposera pas de toutes les informations. Il ne pourra pas déterminer lequel des deux UTXO de même montant correspond au paiement. De plus, il ne pourra pas déterminer si les deux UTXO en inputs proviennent de deux personnes différentes, c'est-à-dire Stonewall X2, ou s'ils appartiennent à une seule personne qui les a fusionnés, c'est-à-dire Stonewall. Ce dernier point, il est dû au fait que les transactions Stonewall X2 suivent exactement le même pattern que les transactions Stonewall. Donc vu de l'extérieur et sans informations supplémentaires sur le contexte, il est impossible de différencier une transaction Stonewall d'une transaction Stonewall X2. Or, les premières ne sont pas des transactions collaboratives alors que les secondes le sont. Cela permet donc d'ajouter encore plus de doutes dans l'analyse d'une de ces transactions. Quand utiliser les transactions Stonewall et Stonewall X2 ? Eh bien, la logique, ça devrait être la suivante lorsque l'on souhaite utiliser un outil de confidentialité pour une dépense. En priorité, on peut choisir de faire un pay join. Si jamais le commerçant ne prend pas en charge les pay join, on peut faire une transaction collaborative avec un autre utilisateur, une autre personne extérieure au paiement, grâce à la structure Stonewall X2. Si l'on ne trouve personne pour faire une transaction Stonewall X2, eh bien, dans ce cas, en dernier recours, on peut faire une transaction Stonewall seule, qui va mimer le comportement d'une transaction Stonewall X2. Les transactions Stonewall et Stonewall X2, elles sont disponibles à la fois sur l'application Samurai Wallet et sur le logiciel Sparrow Wallet. En revanche, tout comme pour les PayJoin, suite à l'arrestation des fondateurs de Samurai, les transactions Stonewall X2 ne fonctionnent plus qu'en échangeant manuellement les PSBT entre les deux parties concernées.
L'échange automatique via Soroban n'est hélas plus disponible pour le moment. Il est également possible de réaliser manuellement ce type de transaction depuis n'importe quel logiciel de portefeuille Bitcoin si vous souhaitez reproduire un petit peu ce pattern du Stonewall. Dans le prochain chapitre, nous allons étudier une autre technique de confidentialité qui est assez peu connue, mais qui est très utile en complément de ce que nous avons déjà étudié. L'utilisation de structures de transaction Bitcoin qui ajoutent de l'ambiguïté dans l'analyse de chaîne, comme par exemple le CoinJoin, c'est particulièrement bénéfique pour la protection de la vie privée, comme nous l'avons vu. Cependant, comme je l'ai évoqué également dans le chapitre sur les PayJoin, les transactions CoinJoin sont naturellement identifiables sur la chaîne. Rappelez-vous de l'analogie que nous avions établie entre le chiffrement et les CoinJoin. Lorsqu'on chiffre un fichier, une tierce personne qui découvre ce fichier chiffré ne peut pas accéder à son contenu, mais elle peut clairement identifier qu'il y a eu une modification du fichier pour en cacher son contenu. Il en va de même pour le CoinJoin. Lorsqu'un analyste examine une transaction CoinJoin, bien qu'il ne puisse pas établir de lien direct entre les inputs et les outputs, et inversement, il peut néanmoins reconnaître que la transaction observée est un CoinJoin. Selon l'usage que vous envisagez pour votre pièce après des cycles de CoinJoin, le fait qu'elle ait subi ce processus peut être problématique. Par exemple, si vous prévoyez de vendre votre pièce sur une plateforme d'échange régulée mais qu'elle a récemment subi un CoinJoin, l'outil d'analyse de chaîne de la plateforme détectera ce fait. La plateforme pourrait alors refuser d'accepter votre UTXO ayant subi un CoinJoin ou même exiger des explications de votre part, avec le risque de voir votre compte suspendu ou vos fonds gelés. Dans certains cas, la plateforme peut également signaler votre comportement aux autorités étatiques. Par exemple, c'est ce que demande Tracfin au PSAN en France. Ce dont nous aurions besoin pour éviter cela est un outil capable d'estomper les traces du passé d'une pièce Bitcoin afin de lui restituer une certaine forme de fongibilité. C'est précisément l'objectif de Ricochet. Un ricochet, c'est une technique consistant à réaliser plusieurs transactions fictives vers soi-même, c'est-à-dire des transactions de balayage, pour simuler un transfert de propriété des bitcoins. Cet outil est différent des autres structures de transactions dont nous avons parlé, car il ne permet pas de gagner de l'anonymat prospectif, mais plutôt une forme d'anonymat rétrospectif. En effet, Ricochet permet d'estomper les spécificités pouvant compromettre la fongibilité d'une pièce bitcoin à cause de son passé. Pour estomper l'empreinte laissée par un événement passé sur une pièce, comme des cycles de CoinJoins par exemple, Ricochet exécute 4 transactions successives où l'utilisateur transfère ses fonds à lui-même sur des adresses différentes. Après cet enchaînement de transactions, l'outil Ricochet achemine finalement les bitcoins vers leur destination finale, comme par exemple une plateforme d'échange. L'objectif est de créer de la distance avec un événement qui a affecté la fongibilité de la pièce, comme par exemple une transaction CoinJoin, et l'acte final de dépense qui pourrait rejeter cette pièce en raison de son passé. Ainsi, les outils d'analyse de chaîne pourraient conclure qu'il y a probablement eu un changement de propriétaire après l'événement et considérer que cette pièce est fongible. Dans le cas d'un CoinJoin, les outils d'analyse de chaîne pourraient alors supposer que ce n'est pas la même personne qui a envoyé les bitcoins et réalisé le CoinJoin, et qu'il est donc inutile d'entamer des actions à l'encontre de l'envoyeur. Pourquoi est-ce que cela fonctionne? Eh bien, face à cette méthode du ricochet, on pourrait imaginer que les logiciels d'analyse de chaîne approfondissent leur examen au-delà de 4 rebonds. Toutefois, ces plateformes se heurtent à un dilemme dans l'optimisation du seuil de détection. Elles doivent établir un nombre limite de sauts après lequel elles admettent qu'un changement de propriété a vraisemblablement eu lieu et que le lien avec un événement antérieur, comme par exemple un CoinJoin, doit être ignoré. Cependant, la détermination de ce seuil s'avère risquée. Chaque extension du nombre de sauts observés accroît de façon exponentielle le volume de faux positifs, c'est-à-dire des individus erronément marqués comme participants à un événement alors que l'opération a été réalisée par autrui. Ce scénario, il pose un risque majeur pour ces entreprises parce que les faux positifs entraînent de l'insatisfaction, ce qui peut évidemment pousser les clients affectés vers la concurrence, vers d'autres plateformes. À long terme, un seuil de détection trop large conduit une plateforme à perdre davantage de clients que ses concurrents, ce qui pourrait menacer sa viabilité. Il est donc compliqué pour ces plateformes d'augmenter le nombre de rebonds observés, et 4 est souvent un nombre suffisant pour contrer leur analyse. Le phénomène qui s'observe ici est un peu analogue à la théorie des 6 degrés de séparation. La théorie des 6 degrés de séparation suggère que toute personne sur Terre est connectée à n'importe quelle autre par une chaîne de relations qui comprend au plus 6 intermédiaires. Il suffirait donc de passer par une série de 6 personnes, chacune connaissant personnellement la suivante, pour atteindre n'importe quel individu dans le monde. Eh bien, pour les transactions Bitcoin, on retrouve un phénomène similaire. En remontant un nombre suffisant de transactions, on finit inévitablement par tomber sur un CoinJoin.
La méthode du ricochet tire parti de ce principe en utilisant un nombre de sauts supérieur à celui que les plateformes d'échange peuvent raisonnablement suivre, et si les plateformes décident de suivre plus de transactions, il est alors toujours possible d'ajouter simplement un saut supplémentaire pour contourner cette mesure. Le ricochet, ça ne va pas s'utiliser tout le temps, hein. C'est un outil qui est un petit peu niche. Le cas d'utilisation le plus courant du ricochet, ça se présente quand il est nécessaire de dissimuler une participation antérieure à un CoinJoin sur un outil EXO qui vous appartient. Idéalement, il vaut mieux éviter de transférer des bitcoins ayant subi un CoinJoin vers des entités régulées. Néanmoins, dans l'éventualité où l'on se trouve vraiment sans aucune autre possibilité, par exemple si on doit en urgence liquider des bitcoins en devises étatiques, eh bien ricochet, ça offre une solution efficace. Cette méthode, elle est efficace non seulement pour les CoinJoin, mais aussi pour toute autre forme, toute autre marque qui pourrait compromettre la fongibilité d'une pièce. L'idée de cette méthode du ricochet, elle provient initialement des équipes de Samurai Wallet qui l'ont intégrée dans leur application pour automatiser le processus. Le service est payant sur Samurai puisqu'un ricochet implique un coût de 100 000 sats pour les frais de service, auxquels s'ajoutent les frais de minage. Ainsi, son utilisation, elle est plutôt recommandée pour des transferts de montants très significatifs. L'application Samurai, elle propose deux variantes de ricochet. Il y a le ricochet renforcé, ou la livraison échelonnée, qui offre l'avantage de répartir les frais de service Samurai sur les 5 transactions successives. Cette option, elle assure également que chaque transaction, elle soit diffusée à un moment distinct et inscrite dans un bloc différent, ce qui permet d'imiter le plus fidèlement possible le comportement d'un changement de propriétaire. Cette méthode, elle est bien plus lente, mais c'est aussi la méthode préférable pour ceux qui ne sont pas forcément pressés, parce qu'elle maximise l'efficacité du ricochet en renforçant sa résistance face à l'analyse de chaîne. Et la seconde option, c'est le ricochet classique, qui est conçu pour exécuter l'opération avec rapidité en diffusant toutes les transactions dans un intervalle de temps réduit. Cette méthode, elle offre donc moins de confidentialité et une résistance aux analyses inférieure à celle de la méthode renforcée. Elle est à privilégier seulement pour des envois urgents. Le ricochet consiste simplement à s'envoyer des bitcoins à soi-même. Il est donc tout à fait possible de faire un ricochet manuellement sur n'importe quel logiciel de portefeuille sans utiliser d'outils spécialisés comme Samurai. Il suffit de transférer successivement la même pièce à soi-même en utilisant à chaque fois une nouvelle adresse vierge. Dans le chapitre suivant, nous étudions différentes techniques de transfert secret de propriété. Ces méthodes, elles diffèrent radicalement de celles que nous avons examinées jusqu'à présent, tant en termes de fonctionnement que de résultats. Dans ce 4e chapitre de la 6e section, nous allons étudier les transferts secrets de propriété. Alors, ce que j'entends par transfert secret de propriété, là-dedans, nous allons inclure principalement les CoinSwap et les Atomic Swap. Donc, on va voir comment ça fonctionne tout ça, à quoi ça sert et est-ce que c'est vraiment utile pour la confidentialité sur Bitcoin. Donc, parmi les techniques de confidentialité sur Bitcoin, il existe aussi les transferts secrets de propriété. Cette méthode, elle vise à transférer la possession de Bitcoin d'une personne à une autre et inversement, sans que cette transaction soit explicitement visible sur la blockchain. Donc ça, c'est le principe général. Étudions ensemble les différentes techniques disponibles ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Tout d'abord, il y a le CoinSwap. Ça repose sur un concept relativement simple. On utilise des contrats intelligents pour faciliter un transfert de propriété de Bitcoin entre deux utilisateurs, sans besoin de confiance et sans que ce transfert soit explicitement visible sur la blockchain. C'est pour ça qu'on parle de transfert secret. Imaginons un exemple naïf avec Alice et Bob. Alice détient un BTC sécurisé avec la clé privée A et Bob possède également un BTC sécurisé avec la clé privée B. Ils pourraient théoriquement échanger leur clé privée via un canal de communication externe pour réaliser un transfert secret. Ainsi, à la fin de l'opération, Alice se retrouve avec le Bitcoin sécurisé avec la clé privée B et Bob, inversement, se retrouve avec le Bitcoin sécurisé par la clé privée A. Et on a eu comme ça un transfert de propriété secret. Cependant, cette méthode, elle est naïve et elle présente un risque élevé en termes de confiance. Rien n'empêche Alice de conserver une copie de la clé privée A après l'échange et de l'utiliser ultérieurement pour dérober les bitcoins une fois que la clé est entre les mains de Bob. De plus, il n'existe aucune garantie qui empêche Alice de recevoir la clé privée B de Bob et de ne jamais lui transmettre sa clé privée A en échange. Cet échange, il repose donc sur une confiance excessive entre les parties et s'avère inefficace, évidemment, pour assurer un transfert secret de propriété de manière sécurisée. Donc, pour résoudre ces problèmes et permettre des échanges entre deux parties qui ne se font pas confiance, on va plutôt utiliser des systèmes de contrats intelligents. Un contrat intelligent sur Bitcoin, c'est un programme qui s'exécute automatiquement lorsque certaines conditions prédéfinies sont satisfaites, ce qui, dans notre cas, assure ainsi que l'échange de propriété se réalise de manière automatique sans nécessité de confiance mutuelle.
Pour ce faire, on pourrait par exemple utiliser des HTLC pour Hash Time Locked Contracts ou PTLC pour Point Time Locked Contracts. Ces deux protocoles, ils fonctionnent de manière similaire en utilisant un système de verrouillage temporel qui garantit que l'échange est soit complété avec succès, soit entièrement annulé, ce qui permet donc de protéger l'intégrité des fonds des deux parties. La principale différence entre les PTLC et les HTLC, ça réside dans le fait que les HTLC ils utilisent des hashages et des préimages pour sécuriser la transaction, tandis que les PTLC, ils utilisent des adapteurs signatures. Dans un scénario de CoinSwap utilisant HTLC ou PTLC entre Alice et Bob, l'échange se déroule de manière sécurisée. Soit il réussit et chacun reçoit le BTC de l'autre, soit il échoue et chacun conserve son propre BTC. Il est ainsi impossible pour l'une des deux parties de tricher ou de voler les BTC de l'autre. Voilà. Soit tout réussit, soit tout échoue. Les HTLC, pour information, c'est également le mécanisme qui est utilisé pour router les paiements sans confiance de manière sécurisée à travers les canaux bidirectionnels sur Lightning. L'utilisation des adapteurs signature est particulièrement intéressante dans ce contexte parce qu'elle permet de se passer des scripts traditionnels. C'est un mécanisme parfois désigné sous le terme de scriptless scripts, justement, c'est-à-dire des scripts sans script. Cette caractéristique, elle permet de réduire les frais associés à l'échange, et un autre avantage majeur des adapteurs signature, c'est qu'elle ne nécessite pas l'utilisation d'un hachage commun entre les deux parties de la transaction, ce qui évite ainsi de révéler un lien direct entre elles dans le cadre de certains types d'échanges. Alors, les adapteurs signature, c'est donc une méthode cryptographique qui intègre une signature valide à une signature supplémentaire que l'on appelle justement l'adapteur signature pour révéler une donnée secrète. Donc ce mécanisme, il est conçu de telle manière que la connaissance de deux des trois éléments suivants, la signature valide, l'adapteur signature et le secret, permet de déduire le troisième élément manquant. Donc une propriété intéressante de cette méthode est que si nous connaissons l'adapteur signature de notre paire et le point spécifique sur la courbe elliptique associé au secret utilisé pour calculer cet adapteur signature, nous pouvons dériver notre propre adapteur signature qui sera compatible avec ce même secret, et ce sans jamais avoir accès directement au secret lui-même. Dans un CoinSwap, l'utilisation d'adapteurs signature permet un dévoilement simultané de deux informations sensibles entre les participants, ce qui permet d'éviter la nécessité de confiance mutuelle. Si on prend l'exemple pour illustrer ce processus avec Alice et Bob qui souhaitent échanger la possession d'un BTC chacun, mais qu'ils ne se font pas confiance, ils utilisent des adapteurs signature pour éliminer le besoin de se faire confiance dans cet échange, et voici comment ils procèdent. Alice, elle lance l'échange en créant une transaction MA qui envoie un BTC à Bob. Elle génère une signature SA qui valide cette transaction en utilisant sa clé privée PA. Donc on a P majuscule A qui est égal P minuscule A point G, et un nonce également, et aussi un secret. Je vous mets l'équation à l'écran. Alice, elle calcule ensuite une adapteur signature en soustrayant le secret T de sa vraie signature. Alice, elle envoie ensuite à Bob son adapteur signature, sa transaction non signée, le point correspondant au secret et le point correspondant au nonce. Ces éléments, ils constituent ce que l'on appelle un adaptor. Il est important de noter qu'avec seulement ces informations, Bob ne peut pas encore récupérer le BTC d'Alice. Cependant, Bob, il a la possibilité de vérifier qu'Alice ne cherche pas à le voler à ce stade. Pour ce faire, il vérifie si l'adapteur signature correspond effectivement à la transaction proposée, c'est-à-dire MA, et si l'équation suivante que je vous mets à l'écran est juste, alors il peut être sûr que l'adapteur signature d'Alice est valide. Cette vérification offre à Bob des garanties suffisantes pour qu'il puisse poursuivre l'échange en toute confiance. Il crée alors sa propre transaction MB destinée à envoyer un BTC à Alice, c'est-à-dire l'échange. Il génère lui aussi de son côté une adapteur signature qui sera aussi liée au même secret T, et à ce stade, seule Alice connaît la valeur de T. Pour rappel, Bob connaît uniquement le point correspondant, c'est-à-dire T majuscule, qu'Alice lui a transmis. Donc je vous mets l'équation pour le calcul de l'adapteur signature de Bob. Bob transmet à Alice son adapteur signature, sa transaction non signée, ainsi que le point correspondant au secret et le point correspondant au nonce. Alice, qui a connaissance du secret T, peut maintenant combiner l'adapteur signature de Bob avec ce secret pour générer une signature valide SB pour débloquer la transaction MB qui lui transfère justement le BTC de Bob. Alice diffuse cette transaction MB signée sur la blockchain Bitcoin pour récupérer le BTC promis par Bob, et lorsque Bob il voit cette transaction sur la blockchain, il peut en extraire la signature SB. Et avec cette information, Bob il est capable d'isoler le fameux secret T dont il avait besoin. Je vous mets l'équation pour extraire T de la signature.
Et justement, ce secret T, c'était le seul élément manquant pour Bob pour qu'il puisse générer la signature valide SA à partir de l'adapteur signature d'Alice. Cette signature, elle permet donc de valider la transaction MA qui envoie le BTC d'Alice vers Bob. Bob calcule SA et diffuse à son tour la transaction MA sur la blockchain. Je vous mets également les calculs à l'écran. Donc, si on résume le fonctionnement d'une adapteur signature dans un CoinSwap, initialement, Alice, elle envoie à Bob une transaction non signée accompagnée d'un adapteur, ce qui permet à Bob de vérifier que le secret dévoilé ultérieurement lui donnera effectivement accès au Bitcoin. En retour, Bob transmet à Alice sa propre transaction non signée et son adapteur. Alice peut alors finaliser la transaction de Bob pour récupérer les Bitcoins en diffusant cette transaction valide sur la blockchain, et grâce au secret, évidemment. Lorsque cette transaction elle est publiée sur la blockchain, Bob il est en capacité d'extraire le secret grâce à la signature de cette transaction et de débloquer ainsi la transaction d'Alice. Donc ce qu'il faut comprendre en fait dans ce mécanisme, c'est que du moment que Alice diffuse la transaction sur Bitcoin dans laquelle elle reçoit le Bitcoin de Bob, eh bien Bob, puisque Bitcoin c'est public, on a accès à toutes les transactions, Bob peut aller voir cette transaction et y récupérer la signature qui lui permet d'extraire le secret. Et de cette manière, il peut lui aussi construire la transaction pour d'Alice qui lui envoie un Bitcoin. Donc du moment qu'Alice récupère le Bitcoin, Bob est en capacité de le récupérer lui aussi. Soit on a tout qui réussit, soit on a tout qui échoue, mais il n'y a pas une des deux parties qui peut tricher et essayer de voler l'autre partie. Simplement pour information, les CoinSwap, ils ont été proposés pour la première fois par Gregory Maxwell en octobre 2013 sur Bitcoin Talk. Ensuite, je voulais vous parler également de l'Atomic Swap. De manière similaire au CoinSwap et en utilisant les mêmes types de contrats intelligents dont nous venons de parler, il est également possible de réaliser des Atomic Swap. Et un Atomic Swap, ça permet un échange direct de crypto-monnaies différentes, comme par exemple du BTC et du XMR, entre deux utilisateurs sans nécessité de confiance ni l'intervention d'un intermédiaire. Ces échanges, ils sont qualifiés d'atomiques parce qu'ils ont seulement deux issues possibles, comme nous l'avons dit tout à l'heure, soit l'échange est réussi, et les deux parties sont satisfaites, soit il échoue, et chacun conserve ses crypto-monnaies initiales, ce qui élimine donc le besoin de faire confiance à l'autre partie. L'Atomic Swap et le CoinSwap y partagent une méthode de fonctionnement similaire et offrent les mêmes avantages et inconvénients en termes de confidentialité. En effet, du point de vue de Bitcoin, un Atomic Swap est comparable à un CoinSwap réalisé en deux étapes. On échange d'abord nos BTC contre une autre crypto-monnaie, puis cette crypto-monnaie peut être échangée contre du BTC à nouveau. Donc au final, on récupère donc les BTC d'un autre utilisateur. C'est pourquoi, dans l'analyse des enjeux de confidentialité, je regroupe ces deux protocoles sous la catégorie des échanges secrets de propriété. Attention toutefois, contrairement au CoinSwap, l'Atomic Swap peut avoir des déséquilibres en termes de liquidité disponible, notamment dans les échanges BTC-XMR. Il est généralement plus facile d'échanger des bitcoins contre des altcoins, car il y a une forte demande pour les bitcoins, ce qui maintient donc les premiums bas pour ce sens de conversion. Cependant, échanger des altcoins pour obtenir des BTC, ça peut s'avérer beaucoup plus complexe en raison d'une demande moindre, ce qui entraîne souvent des premiums très élevés. Enfin, lorsqu'un échange atomique implique des bitcoins on-chain et des bitcoins sur le réseau Lightning, c'est-à-dire qu'on échange des bitcoins on-chain, des bitcoins sur Lightning, on parle alors d'un submarine swap. Alors, est-ce que c'est vraiment utile, toutes ces méthodes d'échange secret de propriété ? Toutes ces méthodes, comme le CoinSwap, les Atomic Swap, etc., ont l'avantage de tromper les heuristiques d'analyse de chaîne, puisqu'elles peuvent laisser penser que les transactions impliquent le même utilisateur alors que la propriété réelle a changé de main. Toutefois, le principal inconvénient de ces méthodes est qu'elles sont très risquées sans l'utilisation d'une technique supplémentaire pour casser l'historique d'une pièce. Je m'explique. Si on reprend l'exemple avec Alice qui fait un CoinSwap avec Bob, ou un Atomic Swap, c'est pareil mais en deux temps, elle échange la possession de ses bitcoins avec ceux de Bob. Dans le cas de l'Atomic Swap, l'échange inclut un altcoin, mais le principe reste le même. Donc Alice, elle se retrouve avec la pièce B et Bob se retrouve avec la pièce A. Cela ajoute du doute dans l'analyse de chaîne, mais l'historique des pièces, il reste traçable. Si un analyste examine la pièce A, il peut remonter jusqu'aux activités antérieures d'Alice et vice-versa pour la pièce B. Donc du point de vue d'Alice, le risque est que l'historique de la pièce B puisse être jugé suspect par certaines entités. Si par exemple Bob avait acquis la pièce B lors d'un acte criminel comme un piratage, cette pièce, elle resterait liée à des activités illégales. Alice pourrait alors se retrouver en possession d'une pièce qu'elle ne pourrait pas transférer sur des plateformes d'échange régulées sans risquer de voir ses fonds gelés, voire d'être accusée de crime,
de Bob, bien qu'elle n'y soit pour absolument rien. Et forcément, les méthodes de confidentialité comme le CoinSwap et l'Atomic Swap sont plébiscitées par des criminels dont les fonds sont surveillés par les autorités. Ces protocoles, ils leur offrent la possibilité de se défaire de leur Bitcoin sous surveillance en échange de Bitcoin parfaitement fongibles. Cela leur permet également de créer une diversion en orientant les autorités vers d'autres utilisateurs. Il y a donc une double utilité pour ces personnes. Avec le CoinJoin, même si votre pièce elle est mélangée avec des bitcoins surveillés, l'historique de la pièce est cassé, ce qui procure donc une forme de déni plausible qui est inexistante dans les protocoles de transfert secret de propriété comme le CoinSwap ou l'Atomic Swap. Si Alice elle souhaite éviter tout risque, elle doit nécessairement utiliser une méthode pour casser l'historique de la pièce B, comme l'a passé dans des CoinJoin par exemple. Cela soulève donc une question sur l'utilité de combiner le transfert secret de propriété et le CoinJoin. Le CoinJoin, en brisant l'historique d'une pièce, il offre déjà un niveau de confidentialité suffisant pour Alice. Ainsi, mon opinion est que si Alice cherche à protéger sa vie privée, il serait plus judicieux de procéder directement à un CoinJoin plutôt que d'engager un CoinSwap suivi d'un CoinJoin. Donc pour que les méthodes de transfert secret de propriété soient réellement efficaces et évitent le risque de lier l'historique d'un utilisateur A à un utilisateur B, il serait paradoxalement nécessaire que leur usage soit largement connu. Si le CoinSwap est utilisé massivement et que les autorités sont conscientes que cette pratique est courante, alors une forme de déni plausible pourrait être établie. Cependant, tant que l'utilisation de ces transferts restera marginale, je pense que ces méthodes demeurent beaucoup trop risquées pour les utilisateurs. Autant faire directement des CoinJoin plutôt que de tenter de faire des transferts secrets de propriété et de refaire après dans la foulée des CoinJoin. Jusqu'ici, nous avons principalement étudié les méthodes de confidentialité au niveau des transactions en elles-mêmes. Dans le chapitre suivant, nous allons étudier les enjeux au niveau du réseau et de la diffusion des transactions. Dans ce 5e chapitre de la section 6, nous allons étudier la confidentialité au niveau du réseau P2P. Donc, dans la partie 4, nous avons abordé l'importance d'utiliser un nœud complet pour protéger la confidentialité de vos transactions. Cependant, il est important de comprendre que votre nœud peut lui-même être sujet à des attaques cherchant à extraire des informations sur votre activité. Donc, dans ce chapitre, nous allons examiner les différentes mesures de protection de votre vie privée, non pas au niveau des transactions en elles-mêmes ou des flux de Bitcoin, mais bien au niveau du réseau. Et pour ce faire, nous allons parler de 3 solutions qui existent: Dandelion, P2P Transport V2 et évidemment Tor. Alors tout d'abord avec Dandelion, une manière d'éviter les différentes attaques de désanonymisation est d'utiliser la proposition Dandelion. Ce protocole de diffusion a été formalisé dans le BIP 156, mais il n'a jamais été implémenté sur Bitcoin. L'idée de Dandelion est d'améliorer la confidentialité du routage des transactions dans le réseau pour contrer différentes formes d'attaques. Son objectif principal, c'est de cacher le nœud source qui a initialement diffusé une transaction sur le réseau. La divulgation de ce nœud pourrait permettre de lier une transaction à une adresse IP spécifique, si le nœud opère sur le ClearNet évidemment, ce qui pourrait donc offrir un point d'entrée pour une analyse de chaîne. Cette association entre une activité sur Bitcoin et une adresse IP représente un risque considérable pour la confidentialité de l'utilisateur. En effet, de nombreuses entités sont en mesure de relier facilement une adresse IP à une identité personnelle. Cela inclut notamment les gouvernements, les fournisseurs d'accès à Internet. De plus, cette information elle peut devenir publiquement accessible, par exemple si votre adresse IP et vos données personnelles se trouvent exposées suite à une fuite lors d'un piratage de base de données d'un site web. Donc dans le fonctionnement classique de Bitcoin, les transactions construites par un utilisateur sur son logiciel de portefeuille sont transmises à son nœud personnel. Celui-ci va immédiatement diffuser la transaction à tous les pairs auxquels il est connecté. Ces pairs vérifient ensuite la transaction pour s'assurer qu'elle respecte bien les règles de consensus et les règles locales de standardisation, et une fois validée, chaque pair transmet à son tour la transaction à ses propres pairs, et ainsi de suite. Cette diffusion des transactions en attente d'intégration dans un bloc se fait de manière assez équilibrée et statistiquement prévisible. Cette faiblesse peut être exploitée par des nœuds espions complices qui collaborent pour surveiller et analyser le réseau afin d'identifier le premier nœud à avoir diffusé une transaction. Si un observateur parvient à localiser le nœud source, il peut supposer que la transaction émane de l'opérateur de ce nœud. Ce type d'observation peut permettre de relier des transactions normalement anonymes à des adresses IP spécifiques. L'objectif du BIP 156 est de traiter ce problème. Pour ce faire, il introduit une phase supplémentaire dans la diffusion d'une nouvelle transaction permettant de préserver l'anonymat avant la large propagation publique. Dandelion utilise d'abord une phase de tige où la transaction est envoyée à travers un chemin aléatoire de nœuds. La transaction est ensuite diffusée à l'ensemble du réseau dans la phase de capitule. La tige et la capitule sont des références au comportement de la propagation de la transaction à travers le réseau qui ressemble justement, comme vous pouvez le voir sur le schéma, à un pissenlit.
Ainsi, les nœuds espions peuvent potentiellement retracer la transaction jusqu'au nœud qui a lancé la phase de capitule, c'est-à-dire la diffusion massive, mais ce nœud n'est pas celui qui a diffusé la transaction en premier, car il l'a reçue du dernier nœud de la tige. Si les nœuds espions ne peuvent pas remonter la tige, ils ne peuvent pas non plus identifier le nœud source. Même en présence de nœuds espions durant la phase de tige, un doute subsiste toujours, car dès qu'ils rencontrent un nœud honnête dans le graphe de diffusion, les espions ne peuvent pas déterminer si ce nœud est la source originale ou simplement un intermédiaire. Cette méthode de routage, elle permet de brouiller la piste menant au nœud source, ce qui rend difficile de retracer une transaction via le réseau jusqu'à son origine. Dandelion améliore donc la confidentialité en limitant la capacité des adversaires à désanonymiser le réseau. Cette méthode elle est d'autant plus efficace lorsque la transaction croise durant la phase de tige un nœud qui chiffre ses communications réseau, comme avec Tor ou P2P Transport V2. Le BIP 156 n'a jamais été intégré à Bitcoin Core et est actuellement classé sous le statut rejeté. L'une des principales préoccupations qui a justifié justement ce rejet, c'est que durant la phase de tige, les transactions doivent être relayées par les nœuds intermédiaires avant d'être vérifiées. Comme nous l'avons vu, dans le modèle normal de Bitcoin, chaque nœud vérifie d'abord la transaction avant de la diffuser à ses pairs. Si une transaction ne respecte pas les règles de consensus ou les règles de standardisation locale du nœud, celui-ci l'ignore et ne la diffuse pas. Ce processus est important pour contrer les attaques de type DOS, car seules les transactions valides sont diffusées à l'ensemble du réseau. Les transactions invalides, potentiellement générées en masse pour surcharger le réseau, sont arrêtées au premier nœud rencontré et ne se propagent pas. Le risque principal avec Dandelion est que ce nouveau protocole pourrait introduire de nouveaux vecteurs d'attaque DOS en permettant la diffusion de transactions invalides à travers une partie du réseau. Ensuite, je voulais également vous parler de P2P Transport V2. C'est un autre protocole réseau qui est présenté dans le BIP 324. C'est une nouvelle version du protocole de transport Bitcoin P2P qui intègre du chiffrement opportuniste pour améliorer la confidentialité et la sécurité des communications entre les nœuds. Cette amélioration, elle vise à résoudre plusieurs problématiques de la version de base du protocole P2P. Elle permet d'une part de rendre les données échangées indiscernables des autres types de données circulant sur Internet pour un observateur passif. L'objectif principal est d'empêcher les gouvernements, les fournisseurs d'accès Internet ou encore les fournisseurs de VPN de surveiller de manière massive les utilisateurs. Ceci complique également la tâche pour ces entités de déterminer si un utilisateur d'Internet est aussi un utilisateur de Bitcoin, c'est-à-dire s'il exploite un nœud complet chez lui. P2P-V2 contribue également à diminuer les risques de censure et d'attaque par détection de motifs spécifiques dans les paquets de données. Il complique et rend plus coûteuse l'exécution de divers types d'attaques civiles au niveau du réseau. Une attaque civile, ça survient lorsqu'un acteur crée de multiples fausses identités afin de gagner un avantage indu. Dans le contexte du réseau Bitcoin, cela se manifeste souvent par un acteur qui contrôle un grand nombre de nœuds complets et les utilise de façon agressive pour multiplier les connexions. Les attaques civiles, elles peuvent être passives afin de collecter des informations et de compromettre la confidentialité des utilisateurs, ou actives sous la forme d'attaques Eclipse par exemple, qui sont des attaques qui isolent un nœud spécifique du reste du réseau et permettent soit de le censurer, c'est-à-dire de censurer l'utilisateur, de l'empêcher de diffuser ses transactions, soit d'altérer les données qu'il reçoit. Et enfin, P2P-V2 rend aussi les attaques man in the middle plus coûteuses et plus faciles à détecter pour les nœuds honnêtes. Le chiffrement mis en place par P2P-V2 n'inclut pas d'authentification afin de ne pas ajouter de complexité inutile et de ne pas compromettre le fait que la connexion au réseau reste toujours sans permission. Ce nouveau protocole de transport P2P offre néanmoins une meilleure sécurité contre les attaques passives et rend les attaques actives nettement plus coûteuses et détectables. L'introduction d'un flux de données pseudo-aléatoire dans les messages réseau complique aussi la tâche des attaquants qui souhaitent censurer ou manipuler les communications. Le transport P2P-V2 a été inclus en option désactivée par défaut dans la version 26.0 de Bitcoin Core, déployée en décembre 2023. Il a été ensuite activé par défaut dans la version 27.0 d'avril 2024. Il peut être modifié avec l'option V2 transport égal dans le fichier de configuration. Et enfin, comment parler de confidentialité au niveau du réseau sans parler de Tor? Donc c'est une autre solution qui est assez simple à mettre en place pour éviter les risques de perte de confidentialité pour un nœud au niveau du réseau. C'est tout simplement donc de faire tourner entièrement son nœud sous Tor. Tor, c'est un réseau de serveurs relais, c'est-à-dire des nœuds, qui permet d'anonymiser l'origine des connexions TCP sur Internet. Ça fonctionne en encapsulant les données dans plusieurs couches de chiffrement. Chaque nœud de relais enlève une couche pour révéler l'adresse du nœud suivant jusqu'à atteindre la destination finale. Le réseau Tor assure donc l'anonymat en empêchant les nœuds intermédiaires de connaître à la fois l'origine et la destination des données, ce qui rend très difficile pour un observateur de retracer l'activité de l'utilisateur.
Tor offre donc non seulement le chiffrement des données communiquées, mais permet aussi de masquer l'origine et la destination des communications. En utilisant Tor pour les communications de son nœud personnel, on renforce la confidentialité de nos transactions, c'est-à-dire que le fournisseur d'accès Internet ne peut pas déchiffrer les communications, et les autres nœuds du réseau Bitcoin ne peuvent pas identifier l'adresse IP du nœud source. De plus, Tor masque également à votre fournisseur d'accès Internet votre utilisation même de Bitcoin, ce qui est très important. Le risque principal lié à cette méthode est que Tor est un protocole indépendant de Bitcoin. Si vous disposez d'un nœud Bitcoin sous Tor et que Tor ne fonctionne plus, alors votre nœud Bitcoin ne pourra plus communiquer sur Tor. Aussi, il est important de noter que les communications sur Tor sont plus lentes. Cette latence est particulièrement embêtante lors du lancement initial d'un nœud parce que l'IBD, Initial Block Download, nécessite beaucoup de communication. En conséquence, votre synchronisation initiale avec le réseau Bitcoin pourrait être significativement plus longue en utilisant Tor. Il est aussi possible d'effectuer l'IBD sur le ClearNet, puis d'activer Tor dans un second temps, mais cette méthode, elle divulgue forcément à votre fournisseur d'accès Internet l'existence de votre nœud Bitcoin. Elle permet simplement de protéger les informations relatives à vos transactions personnelles une fois que vous basculez sur Tor. Après avoir exploré les différentes méthodes de confidentialité au niveau du réseau, je souhaite également vous présenter dans les prochains chapitres, les 2 prochains chapitres qui sont également les 2 derniers, des solutions élégantes pour éviter la réutilisation d'adresses tout en utilisant des identifiants de paiement statiques. Ce sont le BIP47 et les Silent Payments. Dans ce chapitre 6 de la section 6, nous allons étudier plus en détail le fonctionnement du BIP47 et des codes de paiement réutilisables qui permettent d'avoir un identifiant statique pour recevoir des paiements sans faire de réutilisation d'adresses sur Bitcoin. Comme nous l'avons vu dans la partie 3, la réutilisation d'adresses constitue un sérieux obstacle à la confidentialité des utilisateurs sur le protocole Bitcoin. Et pour pallier ces risques, il est vivement recommandé de générer une adresse de réception vierge pour chaque nouveau paiement reçu dans un portefeuille. Bien que générer une nouvelle adresse soit aujourd'hui simplifié par l'utilisation de logiciels modernes et des portefeuilles déterministes hiérarchiques, qui nous permettent de dériver une quasi-infinité d'adresses depuis une seule information qui est la graine, cette pratique, elle peut sembler un petit peu contre-intuitive. Dans le système bancaire traditionnel, par exemple, nous sommes habitués à partager notre IBAN qui reste toujours le même. Une fois qu'on l'a communiqué à quelqu'un, celui-ci peut nous adresser de multiples paiements sans avoir à interagir de nouveau avec nous. Et les néobanques offrent aussi d'autres possibilités un peu plus modernes, comme par exemple l'utilisation d'adresses email uniques sur PayPal ou alors les ref tags sur Revolut. Et finalement, même en dehors du domaine financier, nos identifiants au quotidien, comme par exemple notre adresse postale, notre numéro de téléphone ou notre adresse email, sont également uniques, permanents et réutilisables. Donc nous n'avons pas à les renouveler à chaque nouvelle interaction comme on pourrait le faire avec Bitcoin. Et justement, le fonctionnement de Bitcoin est très différent. Il est impératif de générer une nouvelle adresse de réception pour chaque transaction entrante. Ce compromis entre praticité d'utilisation et confidentialité, il remonte à l'origine même du white paper de Bitcoin. Dès la publication de la première version de son document fin 2008, Satoshi Nakamoto il nous alertait déjà sur ce risque. Je cite, « En guise de pare-feu additionnel, une nouvelle paire de clés pourrait être utilisée pour chaque transaction afin de les garder non liées à un propriétaire commun. » Fin de la citation. Il existe de nombreuses méthodes permettant de recevoir plusieurs paiements sur un identifiant unique sans entraîner de réutilisation d'adresse. Chacune présente ses propres compromis et inconvénients, et parmi ces méthodes, il y a justement le BIP47, qui est une proposition qui a été élaborée par Justus Ranvier, publiée en 2015. Cette proposition, elle vise à créer des codes de paiement réutilisables qui permettent d'effectuer plusieurs transactions envers une même personne, tout en évitant la réutilisation d'adresse. Donc en somme, le BIP47, il cherche à offrir un système de paiement aussi intuitif qu'un identifiant unique, tout en préservant la confidentialité des transactions. Le BIP47 n'améliore pas directement la confidentialité des utilisateurs, comme nous avons pu le voir avec d'autres techniques précédemment, parce que finalement, un paiement BIP47, il offre le même niveau de confidentialité qu'une transaction Bitcoin classique qui utilise des adresses vierges. Toutefois, il rend l'utilisation de Bitcoin plus pratique, et cette facilité d'utilisation, justement, elle est censée compromettre la confidentialité. Là, grâce au BIP47, c'est la facilité d'utilisation, d'avoir un identifiant unique, atteint le même niveau de confidentialité qu'une transaction classique. Donc c'est en ça que le BIP47 est un outil précieux pour préserver votre vie privée. Initialement, le BIP47 c'était une proposition formulée pour être intégrée dans Bitcoin Core directement dans leur wallet, mais elle ne l'a jamais été. Mais après, par la suite, certains logiciels ont tout de même choisi de l'implémenter de leur côté au niveau applicatif.
Donc on a eu les équipes de Samurai Wallet qui ont développé leur propre implémentation du BIP47 qui est nommée Paynim. Le BIP47 il a pour objectif de permettre la réception de nombreux paiements sans produire de réutilisation d'adresses. Il repose donc sur l'utilisation des codes de paiement réutilisables qui permet à différents émetteurs d'envoyer plusieurs paiements vers un seul et même code appartenant à un autre utilisateur. Donc le destinataire n'a pas à fournir une nouvelle adresse vierge pour chaque transaction, ce qui facilite grandement ces échanges tout en préservant sa confidentialité. Un utilisateur peut donc partager son code de paiement en toute liberté, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur son site web, sans risquer de perdre en confidentialité, contrairement à ce qui se passerait avec une adresse de réception classique ou une clé publique, où justement les donateurs, les payeurs, seraient contraints de réutiliser le même identifiant de paiement. Pour effectuer une transaction, les deux parties doivent posséder un portefeuille Bitcoin qui implémente le BIP47, comme par exemple l'implémentation Paynim qui est disponible sur Samurai Wallet et Sparrow Wallet. L'utilisation conjointe de leur code de paiement permet en fait de créer une sorte de canal secret entre les deux utilisateurs. Pour établir ce canal de manière efficace, l'émetteur doit effectuer ce qu'on appelle une transaction de notification, donc c'est une transaction spécifique sur la blockchain, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et l'association des codes de paiement des deux utilisateurs permet ensuite de générer des secrets partagés qui permettent à leur tour de créer un grand nombre d'adresses de réception Bitcoin qui sont uniques. Alors exactement, on peut en générer à peu près 4 milliards par paire d'utilisateurs. Ainsi, les paiements effectués via le BIP47 ne sont pas réellement adressés au code de paiement lui-même, mais plutôt à des adresses de réception classiques, qui sont dérivés des codes de paiement des deux utilisateurs impliqués. Le code de paiement, il sert donc un petit peu d'identifiant virtuel. Il est issu de la graine du portefeuille, c'est important de le dire. Dans la structure de dérivation hiérarchique du portefeuille, le code de paiement il est positionné au niveau 3, c'est-à-dire au niveau des comptes, au même niveau que les Xpub. Son objectif de dérivation pour le BIP47, il est identifié par l'index 47 apostrophe, donc dérivation renforcée. Et une fois qu'on a dérivé ce code de paiement réutilisable, on peut évidemment l'encoder en QR code pour faciliter sa communication, pour le mettre sur un site web, comme une adresse de réception classique. En ce qui concerne les Paynim bots, vous savez, ce sont les petits robots que vous voyez parfois sur Twitter. Il s'agit de représentations visuelles du code de paiement qui sont créées par Samurai Wallet et elles sont générées via une fonction de hachage, ce qui fait que ce sont des robots quasi uniques. Et qui, voilà, ils se présentent aussi sous la forme de petits caractères. Ce sont des manières d'encoder votre code de paiement pour qu'il soit plus facilement lisible par les autres. Alors, le code de paiement réutilisable. Comme mentionné auparavant, le code de paiement réutilisable, il est situé en profondeur 3 du portefeuille HD, donc ce qui le rend un petit peu comparable à une Xpub, tant par sa position dans la structure du portefeuille que par son rôle. Le code de paiement, il fait 80 octets, il se décompose comme suit. Vous avez l'octet 0 qui est pour la version, l'octet 1 pour le champ de bits, l'octet 2 pour la parité de Y. De l'octet 3 à l'octet 34, c'est la valeur de X. De l'octet 35 à l'octet 66, c'est le code de chaîne. Et de l'octet 67 à 79, c'est le rembourrage. Ensuite, il faut également ajouter au début l'octet du préfixe P pour indiquer clairement qu'il s'agit d'un code de paiement. Cet octet il est représenté par 0x, donc pour indiquer que c'est en hexadécimal 47, en hexadécimal. Enfin, pour assurer l'intégrité du code de paiement, on calcule également une checksum, une somme de contrôle, en utilisant H256, donc c'est-à-dire un double hachage avec la fonction SHA-256. Les 4 premiers octets qui résultent de ce hachage sont ensuite concaténés à la fin du code de paiement, pour pouvoir en vérifier l'intégrité. Une fois ces étapes complétées, le code de paiement est prêt, il ne reste plus qu'à le convertir en base 58 pour obtenir sa version finale. Au cours de ce processus de création de code de paiement, nous utilisons une clé publique compressée ainsi qu'un code de chaîne, tous deux issus justement de la dérivation déterministe hiérarchique à partir de la graine du portefeuille avec le chemin M4700, tout en dérivation renforcée évidemment. Alors maintenant, on va parler un petit peu du protocole cryptographique qui est utilisé au cœur du BIP47. Ce protocole cryptographique, il est réutilisé également dans les Silent Payments que nous allons étudier dans le chapitre suivant. Et c'est ECDH, c'est-à-dire Elliptic Curve Diffie-Hellman. Donc cette méthode, c'est une variante de l'échange de clés Diffie-Hellman original, qui a été introduit en 1976 par Diffie-Hellman. Et c'est un protocole d'accord de clés qui permet à deux parties qui sont chacune munies d'une paire de clés cryptographiques, c'est-à-dire une clé publique, une clé privée, de convenir d'un secret commun
et même en communiquant uniquement sur des canaux publics qui sont non sécurisés, de réussir tout de même à dériver ce secret partagé, ce secret commun, sans que les autres observateurs ne puissent le déterminer. Donc ce secret commun, sur le schéma ici que vous voyez, c'est la clé bleue. Il peut ensuite servir à d'autres opérations. Par exemple, on peut l'utiliser pour chiffrer et déchiffrer une communication sur un réseau non sécurisé, par exemple. Pour réussir cet échange, Diffie-Hellman utilise l'arithmétique modulaire afin de calculer le secret partagé. Je vous montre ici son fonctionnement un petit peu vulgarisé. Avec des pots de peinture, vous avez Alice et Bob qui s'accordent sur une couleur commune, ici le jaune, qui constitue une donnée publique, c'est-à-dire que les attaquants connaissent cette couleur jaune. Alice sélectionne ensuite une couleur secrète, ici le rouge, et la mélange avec la couleur jaune pour obtenir de l'orange. Bob, il choisit également une couleur secrète, par exemple le bleu, et la mélange avec la couleur jaune, c'est-à-dire la couleur commune, pour obtenir du vert. Ils échangent ensuite leur couleur obtenue, l'orange et le vert. Cet échange, il peut se faire sur un réseau non sécurisé et observé par des attaquants. En mélangeant le vert de Bob à sa couleur secrète, Alice produit du marron, et Bob fait de même avec la couleur d'orange d'Alice, qu'il mélange avec le bleu secret, c'est-à-dire sa couleur secrète, et il obtient également du marron. Et donc ils ont un secret partagé, c'est-à-dire la couleur marron. Dans cette vulgarisation, la couleur marron, elle représente le secret partagé entre Alice et Bob. Il faut imaginer qu'en réalité, il est impossible pour l'attaquant de séparer les couleurs orange et verte afin de retrouver les couleurs secrètes d'Alice ou de Bob. À présent, examinons comment fonctionne réellement ce protocole, non pas avec des analogies de couleurs, mais en utilisant de véritables nombres et l'arithmétique modulaire. Avant d'aborder les mécanismes de Diffie-Hellman, permettez-moi de vous rappeler brièvement deux notions de mathématiques essentielles dont nous allons avoir besoin. Le premier, c'est de savoir ce qu'est un nombre premier. Donc un nombre premier, c'est un entier naturel qui n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même. Par exemple, 7 est un nombre premier car il ne peut être divisé que par 1 et 7. En revanche, si on prend 8 par exemple, ce n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 1, 2, 4 et 8. Voilà, donc il a donc 4 diviseurs entiers et positifs au lieu de 2. Et ensuite, je voulais vous rappeler également ce qu'est le modulo. Donc le modulo, c'est une opération mathématique qui, entre deux nombres entiers, renvoie le reste de la division euclidienne du premier par le second. Donc par exemple, si on a 16 modulo 5, ça va nous donner 1. Voilà, puisqu'on enlève 5, 5, 5 pour 15 pour faire la division euclidienne. Et il nous reste 1 à la fin sur notre nombre 16. Donc 16 modulo 5 égale 1. On va avoir besoin de ces deux petites notions. Alors, comment ça se passe l'échange de clés Diffie-Hellman entre Alice et Bob? Eh bien, ils vont convenir tous les deux d'un nombre commun, par exemple P et G, dont P est un nombre premier, et plus ce nombre est grand, plus Diffie-Hellman sera sécurisé, et G, c'est une racine primitive de P. Ces deux nombres, ils peuvent être communiqués en clair sur un réseau non sécurisé, ils représentent l'équivalent de la couleur jaune dans la vulgarisation précédente. Il est donc important de comprendre que Alice et Bob utilisent ici exactement les mêmes valeurs, P et G. Une fois ces paramètres définis, Alice et Bob ils choisissent chacun un nombre aléatoire secret. Alice nomme son nombre aléatoire secret A, A minuscule, c'est l'équivalent de la couleur rouge, et Bob il nomme le sien B minuscule, c'est l'équivalent de la couleur bleue. Ces nombres ils doivent être impérativement restés secrets, sinon ils pourront être attaqués. Donc plutôt que d'échanger directement les nombres A et B, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sur un réseau public, il y a des attaquants qui observent leur communication, donc ils ne vont pas échanger directement A et B. Ils vont plutôt calculer chacun de leur côté A majuscule et B majuscule de la manière suivante. Donc on a A majuscule qui est égal à G élevé à la puissance A minuscule modulo P, et B qui est égal à G élevé à la puissance B modulo P. Voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran. Les valeurs de A majuscule, c'est-à-dire l'équivalent de la couleur orange, et B majuscule, l'équivalent de la couleur verte, sont ensuite échangées entre les deux parties, et cet échange il peut s'effectuer en clair sur un réseau non sécurisé. Alice, qui a reçu B, une fois qu'elle l'a reçu, elle calcule la valeur Z minuscule de la manière suivante. Z est égal à B majuscule élevé à la puissance A minuscule modulo P. Pour rappel, on a B majuscule qui est égal à G élevé à la puissance B minuscule modulo P. Donc on obtient bien Z est égal à B majuscule puissance A minuscule modulo P. Et donc Z est égal à G puissance B minuscule puissance A minuscule modulo P. Si on applique les règles de puissance, on obtient finalement Z égale G
puissance BA modulo P. De son côté, Bob, ayant reçu A majuscule, calcule également la valeur de Z de la manière suivante. Z est égal à A majuscule puissance B minuscule modulo P. Et de la même manière, en regroupant les puissances, il arrive exactement au même résultat, c'est-à-dire Z égale G puissance B minuscule A minuscule modulo P. Et grâce à la distributivité de l'opérateur modulo, Alice et Bob, ils obtiennent exactement la même valeur Z. Ce nombre, il représente donc leur secret commun, qui est équivalent à la couleur marron dans la vulgarisation précédente avec les pots de peinture. Ils peuvent maintenant utiliser ce secret commun pour chiffrer leur communication de manière symétrique sur un réseau non sécurisé. Un attaquant, même en possession de P minuscule, G, A majuscule, B majuscule, c'est-à-dire toutes les valeurs publiques, ne pourra pas calculer A minuscule, B minuscule ou Z minuscule, c'est-à-dire les valeurs privées. Pour y parvenir, il faudrait inverser l'exponentiation. C'est une opération qui est impossible sans essayer toutes les possibilités une par une, car cela revient à calculer le logarithme discret, c'est-à-dire la réciproque de l'exponentielle dans un groupe cyclique fini. Et ça, on ne sait pas faire. Donc, tant que les valeurs de A minuscule, B minuscule et P sont suffisamment grandes, le protocole Diffie-Hellman, il est sécurisé. Typiquement, avec les paramètres de 2048 bits, un nombre de 600, c'est-à-dire l'équivalent d'un nombre de 600 chiffres en décimale, tester toutes les possibilités pour A et B, ce serait impossible, ce serait impraticable. Donc à ce jour, avec de tels nombres, on dit que cet algorithme, il est considéré comme sûr. C'est justement là que réside le principal inconvénient du protocole Diffie-Hellman. Pour être sécurisé, l'algorithme doit utiliser des nombres de très grande taille. C'est pourquoi de nos jours, on préfère utiliser l'algorithme ECDH, c'est-à-dire Elliptic Curve Diffie-Hellman. C'est une variante de Diffie-Hellman qui repose sur une courbe algébrique, plus précisément sur une courbe elliptique. Et cette approche, elle permet de travailler avec des nombres beaucoup plus petits, tout en conservant un niveau de sécurité équivalente, ce qui permet donc de réduire les ressources nécessaires pour le calcul et le stockage, etc. Le principe général de l'algorithme reste le même. Cependant, au lieu d'utiliser un nombre aléatoire A minuscule et un nombre A majuscule calculé à partir de A minuscule par exponentiation modulaire, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire avec des puissances, nous utilisons ici une paire de clés qui est établie sur une courbe elliptique. Au lieu de s'appuyer sur la distributivité de l'opérateur modulo, nous utilisons la loi de groupe sur les courbes elliptiques et plus précisément l'associativité de cette loi. Pour expliquer brièvement le principe de la cryptographie sur les courbes elliptiques, une clé privée est représentée par un nombre aléatoire qui est situé entre 1 et n-1, où n représente l'ordre de la courbe, et la clé publique, quant à elle, c'est un point spécifique sur cette courbe qui est obtenu à partir de la clé privée par opération d'addition et de doublement de points à partir d'un point générateur, selon l'équation K majuscule égale Kg. Dans cette formule, donc, on a K majuscule qui représente la clé publique et K minuscule la clé privée, G le point générateur. L'une des caractéristiques essentielles de cette fonction, c'est qu'on peut calculer facilement K majuscule à partir de K minuscule et de G, tandis qu'il est pratiquement impossible de retrouver K minuscule à partir de K majuscule et de G. Donc cette asymétrie, elle crée une fonction à sens unique. En d'autres termes, il est facile de calculer la clé publique si l'on connaît la clé privée, mais retrouver la clé privée à partir de la clé publique est impossible. Cette sécurité, elle repose encore une fois sur la difficulté calculatoire du logarithme discret. On va donc utiliser cette propriété pour adapter notre algorithme Diffie-Hellman, et le principe de fonctionnement de CDH est le suivant. Alice et Bob, ils conviennent ensemble d'une courbe elliptique cryptographiquement sûre et de ses paramètres. Ces informations, elles sont évidemment publiques. Alice, elle génère un nombre aléatoire K minuscule A qui sera sa clé privée. Cette clé privée, elle doit rester secrète. Elle détermine également sa clé publique K majuscule A par addition et doublement de points sur les courbes elliptiques choisies. Bob génère également un nombre aléatoire K minuscule B qui sera sa clé privée. Il calcule la clé publique K majuscule B de la même manière. Alice et Bob, ils s'échangent leur clé publique K majuscule A, K majuscule B sur un réseau public non sécurisé. Alice calcule un point XY sur la courbe en appliquant sa clé privée K minuscule A à la clé publique de Bob K majuscule B. Bob calcule un point XY de la même manière sur la courbe en appliquant sa clé privée K minuscule B à la clé publique d'Alice K majuscule A. Alice et Bob, ils obtiennent le même point sur la courbe elliptique et le secret partagé, c'est-à-dire le point XY. Souvent, on garde juste l'abscisse X du point et on utilise ce nombre X comme un secret partagé qu'on peut ensuite utiliser pour faire des opérations, pour chiffrer des choses, etc.
Un éventuel attaquant qui observe le réseau public non sécurisé, il ne pourra que obtenir les clés publiques de chacun et les paramètres de la courbe elliptique choisie, mais comme expliqué précédemment, ces informations seules ne suffisent pas à déterminer les clés privées ou le secret partagé. Par conséquent, l'attaquant ne peut pas trouver le secret partagé entre Alice et Bob. ECDH est de ce fait un algorithme qui permet un échange de clés. Il est souvent utilisé en conjonction avec d'autres méthodes cryptographiques pour établir un protocole complet. Par exemple, ECDH, il est intégré au cœur de TLS, c'est-à-dire Transport Layer Security, le protocole de chiffrement et d'authentification qui est utilisé pour la couche de transport sur Internet. En l'occurrence, TLS utilise ECDH-E pour un échange de clés. C'est une variante d'ECDH où les clés sont éphémères afin d'apporter ce qu'on appelle de la confidentialité persistante. Mais en complément de CDH, TLS utilise aussi un algorithme d'authentification qui est ECDSA, des algorithmes de chiffrement comme par exemple AES et des fonctions de hachage comme SHA-256. TLS, c'est notamment le protocole qui est responsable du S dans HTTPS, ainsi que du cadenas que vous voyez peut-être sur votre navigateur lorsque vous êtes sur des sites dits sécurisés, c'est-à-dire qui symbolisent le chiffrement des communications. En suivant cette formation, vous utilisez donc sûrement ECDH, que vous soyez sur YouTube ou sur le site de Plan B Network. Vous êtes en train d'utiliser ECDH puisque vous êtes en train d'utiliser TLS. Et il est d'ailleurs très probable que vous l'utilisiez quotidiennement sans même le savoir. Maintenant que nous avons compris le fonctionnement de l'algorithme cryptographique qui est vraiment au cœur du BIP47, nous allons voir plus précisément, plus concrètement, comment ça fonctionne ce BIP47. Alors, tout d'abord, il y a la transaction de notification. Comme on l'a vu dans la partie précédente, ce CDH, c'est une variante de l'échange de clés Diffie-Hellman qui utilise des paires de clés établies sur une courbe elliptique. Et ça tombe bien, nous, dans nos portefeuilles Bitcoin, on en a plein, des clés publiques qui respectent ce standard et qui vont nous permettre justement de faire des échanges de clés Diffie-Hellman. L'idée du BIP47, c'est d'utiliser les paires de clés des portefeuilles déterministes hiérarchiques Bitcoin des deux parties pour établir des secrets partagés et éphémères entre les deux utilisateurs, pour pouvoir ensuite générer des adresses uniques. Donc, dans le cadre du BIP47, on utilise plutôt ECDH-E, c'est-à-dire Elliptic Curve Diffie-Hellman éphéméral. ECDH, donc, il est utilisé une première fois dans le BIP47 pour transmettre le code de paiement de l'expéditeur vers le destinataire. C'est la fameuse transaction de notification. Cette étape, elle est essentielle car pour que le BIP47 fonctionne efficacement, les deux parties impliquées, c'est-à-dire l'expéditeur et le destinataire, doivent connaître le code de paiement de l'autre. Cette connaissance, elle permet la dérivation des clés publiques éphémères et par conséquent des adresses de réception vierges qui y sont associées. Avant cet échange, l'expéditeur est logiquement déjà en connaissance du code de paiement du destinataire puisqu'il l'a récupéré off-chain, par exemple sur son site web, sur une facture ou encore sur ses réseaux sociaux. Cependant, le destinataire n'a pas forcément connaissance du code de paiement de l'expéditeur. Le code doit pourtant lui être transmis, autrement il ne pourra pas dériver les clés éphémères nécessaires à l'identification des adresses où sont stockés ces bitcoins ni accéder à ces fonds. Donc bien que cette transaction du code de l'envoyeur puisse techniquement s'effectuer off-chain par d'autres moyens de communication, cela pose un problème si le portefeuille doit être récupéré à partir de la graine seulement. En effet, contrairement aux adresses conventionnelles, les adresses BIP47 ne sont pas dérivées directement depuis la graine du destinataire, sinon autant utiliser une Xpub directement, ce serait plus simple, mais elles résultent d'un calcul qui combine les codes de paiement des deux utilisateurs, celui de l'expéditeur et celui du destinataire. Donc si le destinataire perd son portefeuille et tente de le restaurer à partir de sa graine, il récupérera son propre code de paiement qui est directement dérivé de sa graine, mais pour retrouver les adresses éphémères, il lui sera indispensable de disposer également du code de paiement de tous ceux qui lui ont envoyé des bitcoins via le BIP47. Donc c'est pour ça que la transaction de notification est très importante, puisqu'elle permet de sauvegarder ces informations directement sur la blockchain Bitcoin, tout en pouvant la retrouver très facilement sans avoir à chercher dans le milliard de transactions exécutées depuis son lancement en 2009. Il serait donc possible de mettre en œuvre le BIP47 sans recourir à la transaction de notification, à condition que chaque utilisateur conserve une sauvegarde des codes de paiement de ses pairs. Mais évidemment, cette méthode, elle est complexe, elle est beaucoup trop compliquée à gérer, tant qu'aucune méthode simple, robuste et efficace pour réaliser, stocker et actualiser ces sauvegardes n'est pas développée. Donc dans l'état actuel des choses, la transaction de notification, elle est presque incontournable. Dans les chapitres suivants, nous étudierons toutefois d'autres protocoles, notamment les Silent Payments, qui ont des objectifs similaires à ceux du BIP47, mais qui ne nécessitent pas de transaction de notification. Donc ces alternatives, elles introduisent d'autres compromis,
mais nous verrons ça dans les prochains chapitres. Outre son rôle de sauvegarde des codes de paiement, la transaction notification, elle a également une fonction de notification, comme son nom l'indique, pour le destinataire. Elle signale justement au client du destinataire qu'un nouveau tunnel de paiement a été établi et lui suggère donc de surveiller les adresses éphémères qui en découlent. Avant de détailler le fonctionnement technique de la transaction de notification, il est important de discuter du modèle de confidentialité associé au BIP47 qui justifie certaines mesures prises lors de la création de cette transaction initiale. Le code de paiement en soi ne présente pas un risque direct pour la confidentialité, à l'inverse du modèle traditionnel de Bitcoin qui vise à briser le lien entre l'identité de l'utilisateur et ses transactions, qui sont publiques. En préservant justement l'anonymat des clés et des adresses, le code de paiement, lui, il peut être ouvertement associé à une identité sans constituer une menace. En effet, le code de paiement n'est pas utilisé pour dériver directement les adresses qui reçoivent les paiements BIP47. Ces adresses, elles sont plutôt générées via l'application de CDH entre les clés dérivées des codes de paiement des deux parties concernées. Donc, un code de paiement en lui-même n'entraîne pas directement une perte de confidentialité puisque seule l'adresse de notification est dérivée de celui-ci. Bien que cette adresse elle puisse révéler certaines informations, notamment le nombre de paiements, elle ne permet pas, normalement pas, de découvrir les parties avec lesquelles vous réalisez des transactions, à moins d'une analyse de chaîne approfondie. En effet, si l'expéditeur utilise des UTXO qui peuvent être reliés à son identité pour effectuer la transaction de notification, alors il devient possible de déduire que son identité est probablement liée à des paiements BIP47 vers votre code de paiement, mais cela ne révélera pas les transactions sous-jacentes, cela indiquera justement uniquement que vraisemblablement ces transactions sous-jacentes, elles existent, mais on ne pourra pas les trouver. Il est donc essentiel de maintenir cette séparation stricte entre les codes de paiement des utilisateurs. Dans cet objectif, l'étape de communication initiale du code de paiement est un moment critique pour la confidentialité du paiement et pourtant obligatoire pour le bon fonctionnement du protocole. Si l'un des codes de paiement peut être obtenu publiquement, c'est-à-dire comme par exemple en statique sur un site web, le second code, celui de l'expéditeur, il ne doit en aucun cas être relié au premier. Prenons un exemple concret. Je désire faire un don à un mouvement politique, par exemple via le BIP47. L'organisation a rendu public son code de paiement sur son site internet ou via ses réseaux sociaux. Ce code, il est donc lié au mouvement politique. Je récupère ce code de paiement et avant de procéder à un envoi, je dois m'assurer qu'ils connaissent mon propre code de paiement qui est aussi lié à mon identité puisque je l'utilise pour recevoir des transactions sur mes réseaux sociaux. Comment leur transmettre mon code sans risque? Eh bien, l'utilisation de moyens de communication conventionnels, ça pourrait entraîner une fuite d'informations et par conséquent m'associer à ce mouvement politique, chose que je ne veux pas forcément. Donc la transaction de notification, elle offre une solution grâce à une couche de chiffrement qui empêche justement cette association entre les deux codes. Bien que ce ne soit pas la seule méthode pour transmettre secrètement le code de paiement de l'expéditeur, elle se révèle très efficace. Dans les schémas que vous voyez ici à l'écran, les traits orange indiquent les points où le flux d'informations doit être rompu et les flèches noires montrent les connexions potentiellement observables par des tiers. En réalité, dans le modèle de confidentialité traditionnel de Bitcoin, il est souvent complexe de dissocier complètement le flux d'informations entre la paire de clés et l'utilisateur, surtout lors de transactions à distance. Par exemple, dans le cadre d'une campagne de donation, le bénéficiaire doit inévitablement divulguer une adresse ou une clé publique via son site web ou ses réseaux sociaux. Donc l'emploi correct du BIP47, notamment avec la transaction de notification, permet de contourner ce problème grâce à ECDHE et à la couche de chiffrement que nous étudierons un peu plus loin. Bien sûr, le modèle de confidentialité classique de Bitcoin, il s'observe toujours pour les clés publiques éphémères qui sont dérivées de l'association des codes de paiement des deux utilisateurs. Les deux modèles sont en fait complémentaires un petit peu. Ce que je veux souligner ici, c'est que contrairement à l'usage habituel d'une clé publique pour recevoir des bitcoins, le code de paiement il peut être lié à une identité spécifique parce que l'information Alice effectue une transaction avec Bob est rompue dans une autre étape. Mais le code de paiement, lui, il sert à générer les adresses de paiement, mais en se basant uniquement sur l'observation de la blockchain, il est impossible de lier une transaction de paiement BIP47 au code de paiement utilisé pour l'exécuter, sauf si les UTXO impliqués étaient déjà liés à une identité précédemment et que les utilisateurs ont associé leur code de paiement à leur identité respective. Pour résumer, le modèle de confidentialité offert par les paiements BIP47 pourrait être considéré comme supérieur à celui de base de Bitcoin, bien qu'il ne soit pas pour autant magique. Pour tout le processus d'exécution d'un paiement BIP47, nous allons étudier seulement les résumés des grandes étapes dans la vidéo pour pas que la vidéo soit interminable, mais je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus en détail sur les fonctionnements mathématiques, sur ce qui se passe,
à l'intérieur de ce processus. Je vous invite à aller voir le chapitre en version écrite sur Plan B Network, où je vous explique en détail tout le processus de calcul pour effectuer un paiement BIP47. Donc la première étape dans un paiement BIP47, ça va être de construire une transaction de notification. Donc si on reprend l'exemple avec Alice et Bob, c'est ce que vous voyez ici sur le schéma. On a Alice qui récupère le code de paiement et l'adresse de notification de Bob. Donc ça peut être directement sur le site web de Bob, par exemple. Alice, elle sélectionne un UTXO qui lui appartient sur son portefeuille HD avec la paire de clés correspondante. Elle calcule un point secret sur la courbe elliptique avec ECDH. Elle utilise ce point secret pour calculer un HMAC qui est un facteur aveuglant. Elle utilise ce facteur aveuglant pour chiffrer la charge utile de son code de paiement personnel. Elle utilise ensuite une transaction Bitcoin avec un up-return. Up-return, c'est un opcode qui permet de marquer un output comme indépensable de manière prouvée. Et donc, on peut l'utiliser pour mettre un petit peu de données. Et c'est ce que fait le BIP47, puisqu'elle utilise justement une sortie de transaction up-return, ici Alice, pour communiquer le code de paiement masqué, son code de paiement masqué, à Bob, c'est-à-dire au receveur. Je vous mets à l'écran une transaction de notification que j'avais effectuée sur le testnet il y a quelques années. Donc comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble justement ici. Ici, en l'occurrence, on peut voir que j'avais utilisé un UTXO en input. En output, on a notre up return. On a l'adresse de notification de Bob, du destinataire. Et ensuite, on a du change et les frais de service, puisque j'avais utilisé un service pour faire cette transaction de notification. Ensuite, on va avoir la réception de la transaction de notification. Maintenant qu'Alice a envoyé sa transaction de notification à Bob, voyons un petit peu comment celui-ci l'interprète. Pour rappel, Bob, il doit obligatoirement pouvoir accéder au code de paiement d'Alice, puisque sans cette information, il ne pourra pas dériver les paires de clés qui sont créées par Alice, et donc il ne pourra pas accéder au Bitcoin qu'il a reçu via le BIP47. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, si on résume, encore une fois, si vous voulez plus en détail le processus du BIP47, allez voir la version écrite. Donc pour résumer, on a Bob qui va surveiller un petit peu les sorties de transactions qui sont vers son adresse de notification. Lorsqu'il en détecte une, il va récupérer les informations contenues dans l'op-return. Donc en l'occurrence, c'est le code de paiement masqué d'Alice. Ensuite, Bob il va sélectionner la clé publique qui est en input pour calculer un point secret avec ECDH. Il utilise ce point secret pour calculer un HMAC qui est le facteur aveuglant et il utilise justement ce facteur aveuglant pour déchiffrer la charge utile du code de paiement d'Alice qui est contenu dans l'op-return. Et grâce à cela, eh bien, il peut accéder au code de paiement d'Alice, alors que personne d'autre ne peut y accéder, mis à part Bob. Maintenant que Bob est en connaissance du code de paiement d'Alice, Alice va pouvoir effectuer un premier paiement BIP47, une première transaction Bitcoin vers une adresse de réception éphémère générée spécifiquement entre Alice et Bob. Donc Alice, elle sélectionne la première clé privée fille qui est dérivée depuis son code de paiement personnel. Elle calcule un point secret sur la courbe elliptique avec ECDH à partir de la première clé publique fille inutilisée dérivée depuis le code de paiement de Bob. Elle utilise ce point secret pour calculer un secret partagé avec SHA-256. Elle utilise ce secret partagé pour calculer un nouveau point secret sur la courbe elliptique. Ensuite, elle additionne ce nouveau point secret avec la clé publique de Bob et elle obtient une clé publique éphémère pour laquelle seul Bob dispose de la clé privée associée. C'est-à-dire que même Alice, qui l'a générée, pourtant ne dispose pas de cette clé privée. Et Alice peut faire une transaction classique ensuite vers Bob, vers l'adresse de réception éphémère qu'elle vient de dériver. Si Alice ensuite veut effectuer un second paiement, elle suivra les mêmes étapes que précédemment, à l'exception qu'elle sélectionnera cette fois-ci la deuxième clé publique dérivée du code de paiement de Bob. Plus précisément, elle utilisera la prochaine clé inutilisée, donc pas la deuxième, mais la prochaine inutilisée, et elle obtiendra donc une nouvelle adresse de réception appartenant à Bob, qui est désignée cette fois par K1, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Ensuite, Alice peut continuer, ainsi de suite, et faire autant de transactions BIP47 qu'elle le souhaite, en l'occurrence jusqu'à 2 puissance 32, c'est-à-dire un petit peu plus de 4 milliards de transactions, vers des adresses vierges qui appartiennent à Bob. D'un point de vue extérieur, en observant la blockchain, il est en théorie impossible de différencier un paiement BIP47 d'un paiement classique. Je vous mets un exemple de transaction ici qui a été effectué de cette manière.
Donc ça ressemble à une transaction tout à fait classique sur le testnet. On ne peut pas voir que c'est une transaction qui a été effectuée avec le protocole BIP47. Maintenant qu'Alice a effectué son premier paiement à l'aide du protocole BIP47 en direction de Bob, en direction d'une adresse éphémère appartenant à Bob, on peut se demander comment est-ce que Bob sait qu'il a reçu ce paiement déjà, comment est-ce qu'il dérive lui-même son adresse éphémère et également la clé privée associée pour pouvoir dépenser les bitcoins qu'il a reçus. Bob, il va commencer par sélectionner la première clé privée fille qui est dérivée depuis son code de paiement personnel. Il calcule ensuite un point secret sur la courbe elliptique grâce à ECDH à partir de la première clé publique fille dérivée depuis le code de paiement d'Alice. Il utilise ce point secret pour calculer un secret partagé avec SHA-256. Il utilise ce secret partagé pour calculer un nouveau point secret sur la courbe elliptique. Il additionne ce nouveau point secret avec sa clé publique personnelle et il obtient une nouvelle clé publique éphémère, celle vers laquelle Alice va envoyer son premier paiement, celle vers laquelle elle a peut-être déjà envoyé son premier paiement. Et Bob peut ensuite calculer la clé privée associée à cette clé publique éphémère en additionnant sa clé privée fille dérivée depuis son code de paiement et le secret partagé. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici à l'écran. Puisque Alice ne peut pas obtenir la clé privée de Bob, elle est incapable de déterminer la clé privée éphémère qui est associée à l'adresse éphémère où elle a envoyé des fonds. Donc elle ne peut pas récupérer les fonds qu'elle a envoyés à Bob. Une fois le secret partagé trouvé avec ECDH, Alice et Bob ils calculent la clé publique de paiement BIP47K0, ce que vous voyez ici sur le schéma. Et Bob, c'est le seul qui peut également calculer la clé privée associée K-0. Puisque Bob est en connaissance du code de paiement réutilisable d'Alice, il dispose déjà de toutes les informations nécessaires pour lui envoyer un remboursement. Il n'aura pas besoin de recontacter Alice pour lui demander une quelconque information, il devra simplement la notifier avec une transaction de notification, notamment pour que celle-ci puisse également récupérer ses adresses BIP47 avec sa graine, puis il pourra également lui envoyer jusqu'à 2 puissance 32 paiements sur des adresses vierges. La fonctionnalité de remboursement, elle est spécifique au BIP47 et constitue l'un des avantages du BIP47 par rapport à d'autres méthodes que nous étudierons dans le prochain chapitre, notamment les Silent Payments. Donc Bob peut rembourser Alice de la manière suivante, de la même manière en fait qu'elle lui a envoyé des paiements. Donc c'est simplement que les rôles s'inversent et c'est ce que vous voyez justement à l'écran avec ce schéma. Dans le chapitre suivant, nous allons étudier une manière un petit peu plus moderne, mais qui dispose de compromis différents. Je pense qu'ils ne sont pas destinés aux mêmes utilisations, mais en tout cas, ce sont des protocoles similaires, puisque nous allons parler du protocole Silent Payments, qui permet également d'avoir un identifiant statique pour dériver des adresses vierges. Mais ici, avec les Silent Payments, comme vous allez le voir, nous n'avons pas besoin de réaliser une transaction de notification comme avec le BIP47. Et voilà, nous sommes déjà au dernier chapitre de cette formation, le chapitre 7 de la section 6. Bon, ce n'est pas réellement le dernier chapitre, puisque vous avez encore un chapitre de conclusion juste après, où nous allons revoir les principales informations, mais c'est le dernier chapitre avec véritablement du contenu, et nous allons parler des Silent Payments. Alors, le BIP47 que nous avons vu dans le chapitre précédent, il a beaucoup été critiqué pour son inefficience on-chain. Comme expliqué dans le chapitre précédent, il impose la réalisation d'une transaction de notification pour chaque nouveau destinataire. Cette contrainte, elle devient négligeable si l'on envisage d'établir un canal de paiement durable avec ce destinataire. En effet, faire une unique transaction de notification ouvre la voie à une quasi-infinité de paiements, c'est-à-dire un petit peu plus de 4 milliards de puissance 32 paiements différents que l'on peut faire ensuite avec le BIP47. Cependant, dans certaines situations, la transaction de notification peut constituer un obstacle pour l'utilisateur. Si on prend l'exemple des donations, par exemple, si je veux faire une donation unique à un destinataire, avec une adresse Bitcoin classique, une seule transaction suffit pour réaliser la donation. Mais avec une adresse Bitcoin classique, on va avoir de la réutilisation d'adresses, donc c'est pas satisfaisant. On se dit qu'on peut utiliser le BIP47, mais le BIP47, il nécessite 2 transactions, une pour la notification et une autre pour le paiement effectif. Donc lorsque la demande d'espace dans les blocs elle est faible et que les frais de transaction sont bas, cette étape supplémentaire, elle n'est généralement pas un problème. Mais en période de congestion, les frais de transaction peuvent devenir exorbitants pour un seul paiement. Et dans ce cas, le fait de doubler le coût pour l'utilisateur par rapport à une transaction Bitcoin standard, ça peut devenir inacceptable pour l'utilisateur et donc il va peut-être ne pas faire cette donation. Donc ça peut être compliqué dans ce cas spécifique.
Pour les utilisations où l'utilisateur prévoit de réaliser uniquement quelques paiements vers un identifiant statique, d'autres solutions ont été développées, d'autres solutions que le BIP47, et parmi elles, il y a justement les Silent Payments, qui sont décrits dans le BIP 352. Ce protocole, il permet d'utiliser un identifiant statique pour recevoir des paiements sans produire de réutilisation d'adresse et sans nécessiter l'utilisation de transactions de notification. Donc, on va examiner tout ça ensemble dans ce chapitre. Alors évidemment, pour bien comprendre ce chapitre, il faut maîtriser le fonctionnement de CDH, Elliptic Curve Diffie-Hellman, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, et la dérivation de clés cryptographiques dans un portefeuille HD. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on ne déplacerait pas la notification. Comme je vous ai expliqué dans le chapitre sur le BIP 47, la transaction de notification, elle remplit principalement deux fonctions. Elle notifie le destinataire et elle permet le code de paiement, elle transmet le code de paiement de l'expéditeur. On pourrait penser naïvement que ce processus de notification pourrait être réalisé off-chain. En théorie, c'est tout à fait possible. Il suffirait que le destinataire indique un moyen de communication pour recevoir les codes de paiement BIP47 des expéditeurs, mais cependant, cette approche, elle présente deux problèmes majeurs. Tout d'abord, cela déplacerait le processus de transmission du code sur un autre protocole de communication. Les problèmes liés au coût et à la confidentialité de l'échange, ils resteraient, mais ils seraient simplement transférés à ce nouveau protocole. Donc en termes de confidentialité, cela pourrait aussi créer un lien entre une identité de l'utilisateur et une activité on-chain, ce que l'on cherche à éviter en effectuant la notification directement sur la blockchain. De plus, réaliser la notification hors de la blockchain introduirait des risques de censure, comme le blocage des fonds, qui n'existent pas sur Bitcoin. Ensuite, cela poserait également un problème de récupération. Avec le BIP47, le destinataire doit impérativement connaître les codes de paiement des expéditeurs pour accéder aux fonds. C'est vrai lors de la réception, mais aussi en cas de récupération des fonds via la seed, en cas de perte du portefeuille. Donc avec des notifications on-chain, ce risque il est évité parce que l'utilisateur peut retrouver et déchiffrer les transactions de notification simplement en connaissant sa seed. Cependant, si la notification est effectuée hors de la blockchain, l'utilisateur devrait maintenir une sauvegarde dynamique de tous les codes de paiement reçus, ce qui est pratiquement infaisable pour l'utilisateur moyen. Donc toutes ces contraintes, elles font que l'utilisation d'une notification on-chain est indispensable dans le cadre du BIP47. Pourtant, les Silent Payments cherchent précisément à éviter cette étape de notification on-chain à cause de son coût. La solution adoptée n'est donc pas de déplacer la notification, mais de l'éliminer entièrement. Pour y parvenir, un compromis doit être accepté, celui du scanning. Contrairement au BIP47 où l'utilisateur sait exactement où trouver ses fonds grâce aux transactions de notification, dans le cadre des Silent Payments, l'utilisateur doit examiner toutes les transactions Bitcoin existantes pour détecter d'éventuels paiements qui lui seraient destinés via ce protocole. Pour réduire cette charge opérationnelle, la recherche de Silent Payments est limitée uniquement aux transactions susceptibles de contenir de tels paiements, c'est-à-dire celles comportant au moins un output Taproot P2TR. Le balayage se concentre aussi exclusivement sur les transactions à partir de la date de création du portefeuille, puisqu'évidemment, il est inutile de scanner les transactions qui remontent à 2009 si le portefeuille a été créé en 2024. Vous pouvez donc voir pourquoi le BIP47 et les Silent Payments, bien qu'ils visent un objectif similaire, c'est-à-dire avoir un identifiant de paiement statique sans réaliser de réutilisation d'adresse, impliquent des compromis différents et répondent donc en réalité à des cas d'usage distincts. Pour des paiements uniques tels que des donations ponctuelles, par exemple, les Silent Payments sont beaucoup plus appropriés en raison de leur coût plus faible. En revanche, pour tout ce qui est transactions régulières vers un même destinataire, comme par exemple dans le cas des plateformes d'échange ou des pools de minage, le BIP47 il peut être beaucoup plus intéressant. Étudions ensemble le fonctionnement technique des Silent Payments afin de mieux comprendre leurs enjeux. Pour ce faire, je vous propose de prendre la même approche que le document explicatif du BIP 352. Nous allons décomposer progressivement les calculs à effectuer, élément par élément, en justifiant chaque nouvel ajout au fur et à mesure. Avant de commencer, il est important de comprendre que les Silent Payments reposent sur l'utilisation de types de script P2TR, c'est-à-dire Pay to Taproot, exclusivement. À la différence du BIP47, il n'est pas nécessaire de dériver des adresses de réception à partir des clés publiques en les hachant, puisque le standard P2TR, dans le standard P2TR, la clé publique tweakée, elle est utilisée directement en clair dans l'adresse. Ainsi, une adresse de réception Taproot est essentiellement une clé publique qui est assortie de quelques métadonnées. Cette clé publique tweakée, elle est l'agrégation de deux autres clés publiques, l'une qui permet une dépense directe et traditionnelle via une simple signature, et l'autre qui représente la racine de Merkel du MAST,
qui autorise la dépense sous réserve de la satisfaction de l'une des conditions potentiellement inscrites dans l'arbre de Merkle. Donc ça, c'est juste le fonctionnement de Taproot. La décision de limiter les silent payments exclusivement à Taproot, elle est motivée par deux raisons principales. Premièrement, cela facilite considérablement l'implémentation et les futures mises à jour dans les logiciels de portefeuille, puisque un seul standard est à respecter. Et deuxièmement, cette approche, elle contribue à améliorer la non-set des utilisateurs. C'est ce que je vous expliquais également dans les parties sur les empreintes de portefeuille. Ici, on les incite à ne pas se répartir entre différents scripts, différents types de scripts qui génèrent des empreintes de portefeuille distinctes à chaque fois en analyse de chaîne. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur ce concept, je vous invite à consulter le chapitre 4 de la section 2 sur l'analyse de chaîne. Commençons par un exemple simple qui va vous permettre de comprendre le cœur de fonctionnement des SP, c'est-à-dire des Silent Payments. Prenons l'exemple d'Alice et de Bob, deux utilisateurs de Bitcoin. Alice souhaite envoyer des Bitcoins à Bob sur une adresse de réception vierge. 3 objectifs doivent être atteints dans ce processus. Alice, elle doit être capable de générer une adresse vierge. Bob doit pouvoir identifier un paiement envoyé à cette adresse spécifique. Et Bob doit pouvoir obtenir la clé privée associée à cette adresse pour pouvoir dépenser ses fonds. Alice dispose d'un UTXO dans son portefeuille Bitcoin sécurisé avec la paire de clés suivante. A minuscule, la clé privée, A majuscule, la clé publique. Sachant que, évidemment, A majuscule est dérivé depuis A minuscule en utilisant le point générateur. Bob dispose d'une adresse de Silent Payments qu'il a publiée sur Internet avec B minuscule la clé privée, donc la clé privée n'est évidemment pas dans l'adresse Silent Payments, et B majuscule la clé publique. En récupérant l'adresse de Bob, Alice est capable de calculer une nouvelle adresse vierge qui appartient à Bob en utilisant ECDH, nommant cette adresse P majuscule. Donc c'est l'équation que vous voyez ici à l'écran. Dans cette équation, Alice a simplement calculé le produit scalaire de la clé privée A minuscule et de la clé publique de Bob B majuscule. Elle a passé ce résultat dans une fonction de hachage connue de tous. La valeur qui en ressort est ensuite multipliée scalairement par le point générateur G de la courbe elliptique, évidemment SecP256K1, qui est utilisé sur Bitcoin. Enfin, Alice additionne le point obtenu avec la clé publique de Bob B majuscule. Une fois qu'Alice dispose de cette adresse P majuscule, elle l'utilise comme output dans une transaction, c'est-à-dire qu'elle y envoie des bitcoins. Dans le contexte des Silent Payments, la fonction hash que vous allez voir dans toutes les équations, ça correspond à une fonction de hachage SHA-256 taguée, ce qui permet en fait de garantir que les hashages générés sont uniques à ce protocole et ne peuvent pas être réutilisés dans d'autres contextes, tout en offrant une protection supplémentaire contre la réutilisation de nonces dans les signatures. Ce standard, il correspond à celui qui est spécifié finalement dans le BIP 340 pour les signatures de Schnorr sur SecP256K1. Grâce aux propriétés de la courbe elliptique sur lesquelles s'appuie ECDH, on sait que A minuscule point B majuscule est égal B minuscule point A majuscule. Donc Bob, il va être capable de calculer l'adresse de réception sur laquelle Alice a envoyé les bitcoins. Pour ce faire, il surveille toutes les transactions bitcoin qui respectent les critères des Silent Payments. Il applique le calcul suivant sur chacune d'entre elles pour voir si le paiement lui est adressé. Donc ça, c'est l'étape du scanning. Il va calculer P' est égal B majuscule plus H plus le hachage de B minuscule point A majuscule, le tout point G. Lorsqu'il scanne la transaction d'Alice, il se rend compte que P' est égal à P. Il sait donc que ce paiement lui est adressé. À partir de là, Bob va pouvoir calculer la clé privée P minuscule qui permet de dépenser l'adresse P majuscule. Donc P minuscule, c'est simplement égal à B plus le hachage de B.A majuscule, le tout modulo N. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, pour calculer cette clé privée P, il faut obligatoirement disposer de la clé privée B minuscule, et seul Bob dispose de cette clé privée B minuscule. Il sera donc bien le seul à pouvoir dépenser les bitcoins envoyés sur son adresse de Silent Payments. Voici donc une approche initiale plutôt naïve pour utiliser l'adresse statique de Bob notée B majuscule afin de dériver une adresse unique P majuscule pour y envoyer des bitcoins. Toutefois, cette méthode elle est trop simpliste et présente plusieurs défauts qui nécessitent une correction. Le premier problème est que dans ce schéma, Alice ne peut pas créer plusieurs outputs vers Bob au sein de la même transaction. Donc comment faire pour créer plusieurs outputs ? Pour ce faire, nous allons légèrement modifier le calcul que réalise Alice pour dériver P, c'est-à-dire l'adresse unique, afin qu'elle puisse générer deux adresses distinctes pour Bob, soit P0 et P1.
Ainsi, elle pourra utiliser ces deux adresses pour faire deux outputs si elle souhaite faire deux outputs différents. Pour modifier le calcul et obtenir deux adresses différentes, il suffit d'ajouter un entier qui vient modifier le résultat du calcul. Alice, elle va donc ajouter 0 dans son calcul pour obtenir l'adresse P0 et elle va ajouter 1 dans son calcul pour obtenir l'adresse P1. On peut appeler cet entier I minuscule si vous le souhaitez. Et c'est ce que vous voyez sur l'équation à l'écran. On a PI qui est égal à B majuscule plus H A.B majuscule concaténé avec I, donc notre entier, et le tout point générateur. Le processus de calcul, il reste donc inchangé par rapport à la méthode précédente, à l'exception que cette fois-ci, Alice va concaténer A minuscule point B majuscule avec I minuscule avant de procéder au hachage. Il suffit ensuite de modifier I minuscule pour avoir une nouvelle adresse appartenant à Bob. Par exemple, on peut faire avec P0, avec P1, comme vous voyez à l'écran. Lorsque Bob scanne la blockchain à la recherche des silent payments qui lui sont destinés, il commence par utiliser I égale 0 pour l'adresse P0. S'il ne trouve aucun paiement sur P0, il conclut que cette transaction ne contient pas de silent payments à son égard et abandonne l'analyse de celle-ci. Cependant, si P0 est valide et contient un paiement pour lui, il poursuit avec P1 dans la même transaction pour vérifier si Alice a effectué un deuxième paiement. Si P1 se révèle invalide, il arrête ses recherches ici pour cette transaction. Sinon, il continue de tester les valeurs successivement, une à une, en remplaçant la valeur pour le petit i. Puisque Bob s'arrête immédiatement à i égale 0 si P0 ne donne rien, l'utilisation de cet entier n'ajoute quasiment aucune charge opérationnelle supplémentaire sur Bob pour l'étape du scanning des transactions. Bob pourra ensuite calculer les clés privées de la même façon, en modifiant légèrement l'équation telle que vous la voyez à l'écran. Avec cette méthode, on commence à avoir un protocole qui est un petit peu sympathique, mais il y a encore quelques défis à surmonter, notamment la prévention de la réutilisation d'adresses. Comment faire pour éviter la réutilisation d'adresses? Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, Alice, elle utilise une paire de clés, la paire de clés qui sécurise son UTXO qu'elle va dépenser pour calculer le secret partagé ECDH avec Bob. Ce secret lui permet de dériver l'adresse unique P0, cependant la paire de clés A minuscule, A majuscule, utilisée par Alice pour sécuriser plusieurs UTXO, si elle l'a réutilisé plusieurs fois cette adresse, eh bien, dans l'éventualité où Alice effectue deux paiements vers l'adresse statique B majuscule de Bob en utilisant deux UTXO sécurisés par la même clé A majuscule, cela entraînerait forcément une réutilisation d'adresse pour Bob, et la réutilisation d'adresse, on ne veut pas en produire justement dans notre protocole de Silent Payments qui permet normalement de les éviter. En effet, puisque l'adresse unique P0 est dérivée depuis A et B, eh bien, si Alice dérive une seconde adresse pour un second paiement vers B avec la même clé A, elle va tomber exactement sur la même adresse P0. Et donc, pour éviter ce risque et prévenir les réutilisations d'adresses, il va falloir modifier un petit peu nos calculs. Ce que l'on souhaite, c'est que chaque UTXO consommé par Alice en input d'un paiement donne une adresse unique du côté de Bob, et ce même si plusieurs UTXO sont sécurisés par la même paire de clés. Il suffit donc d'ajouter une référence à l'UTXO dans le calcul de l'adresse unique P0, et cette référence, ça va simplement être le hachage de l'UTXO consommé en input. On va donc avoir input hash qui est égal à hash outpoints concaténé avec A majuscule, c'est-à-dire la clé publique. Donc dans cette équation, outpoints, c'est en fait l'UTXO, tout simplement, la valeur de l'UTXO. Et cette référence à l'input, eh bien Alice, elle va l'ajouter dans son calcul de l'adresse unique P0 de cette manière, avec l'équation que vous voyez à l'écran. Donc lors de son scanning, Bob, il peut également ajouter input hash, c'est-à-dire le hachage de l'outpoint, puisqu'il suffit d'observer finalement la transaction pour déduire ce que représente l'outpoint, puisque l'outpoint, c'est tout simplement l'input, c'est l'UTXO utilisé en input. Et s'il trouve un P0 valide, il peut calculer la clé privée qui correspond avec cette autre équation que vous voyez à l'écran. Pour le moment, nos calculs supposent qu'Alice utilise un unique input pour sa transaction. Cependant, elle devrait être capable d'utiliser plusieurs inputs. Donc en conséquence, du côté de Bob, pour chaque transaction comportant plusieurs inputs, il devrait théoriquement calculer ECDH pour chaque input afin de déterminer si un paiement lui est destiné. Cette méthode, elle n'est pas satisfaisante puisqu'on ne veut pas devoir calculer à chaque fois tous les inputs de toutes les transactions. Il faut donc trouver une solution pour réduire la charge de travail pour Bob.
Pour résoudre ce problème, au lieu d'utiliser la paire de clés qui sécurise un input spécifique du côté d'Alice, nous allons utiliser la somme de toutes les paires de clés utilisées dans les inputs de la transaction. Cette somme, elle sera alors considérée comme une nouvelle paire de clés. Et cette technique de sommer ensemble, d'additionner ensemble toutes les clés publiques, ça s'appelle le tweaking. Donc on va tweak les clés publiques. Par exemple, imaginons que la transaction d'Alice dispose de 3 inputs, chacun sécurisé avec une paire de clés différentes. Par exemple, A0 qui permet de sécuriser l'input 0, A1 qui permet de sécuriser l'input 1 et A2 qui permet de sécuriser l'input 2. Donc c'est ce que vous voyez sur le schéma juste ici. Si l'on suit la méthode précédemment décrite, Alice, elle devrait choisir une unique paire de clés parmi A0, A1 ou A2 pour calculer le secret ECDH et générer l'adresse de paiement unique P à partir de l'adresse statique de Bob B. Mais cependant, cette approche, elle impose à Bob de tester, c'est ce qu'on a vu, toutes les possibilités séquentiellement une à une, en commençant par A0, puis A1 et ainsi de suite, jusqu'à identifier une paire de clés qui génère une adresse valide pour P. Et ce processus, il exige que Bob exécute le calcul ECDH sur tous les inputs de toutes les transactions, ce qui augmente considérablement la charge opérationnelle du scanning. Pour éviter cela, nous allons demander à Alice de réaliser son calcul de P en utilisant la somme de toutes les clés en input, c'est le fameux tweak. Si on reprend notre exemple, on va avoir la clé privée tweakée A minuscule qui serait calculée comme suit. A est égal à A0 plus A1 plus A2. Et de la même manière, Alice et Bob pourront calculer la clé publique tweakée, A majuscule égale A majuscule 0 plus A majuscule 1 plus A majuscule 2. Et grâce à cette méthode, Bob doit seulement calculer la somme des clés publiques de la transaction, puis calculer le secret ECDH à partir de A seulement, ce qui réduit grandement le nombre de calculs à réaliser pour l'étape du scanning du côté de Bob, du côté du receveur. Cependant, rappelez-vous de la section précédente, nous avions ajouté dans notre calcul le hachage, input hash, qui est utilisé comme un nonce pour éviter la réutilisation d'adresses. Mais si l'on a plusieurs inputs dans une transaction, il faut pouvoir déterminer quel outpoint, quel UTXO est choisi dans ce calcul. Selon le BIP 352, le critère de sélection de l'outpoint à utiliser est de choisir le plus petit lexicographiquement, ce qui signifie qu'on sélectionne l'UTXO qui apparaît en premier dans l'ordre alphabétique. Cette méthode, elle permet de standardiser l'UTXO à choisir dans chaque transaction. Par exemple, si le plus petit outpoint lexicographiquement est l'UTXO L, le calcul de input hash sera l'équation suivante, input hash égale hash outpoint L concaténé avec A majuscule. Les calculs ensuite restent identiques à ceux que l'on a présentés dans la section précédente, mis à part que la clé privée A minuscule et sa clé publique correspondante A majuscule ne sont plus une paire permettant de sécuriser un seul input, mais représentent dorénavant le tweak de toutes les clés, de toutes les paires de clés qui sont utilisées en inputs. Pour le moment, nous avons parlé de l'adresse statique de Silent Payments B comme d'une clé publique unique. Rappelez-vous, c'est cette clé publique B qui est utilisée par Alice pour créer le secret partagé ECDH, qui permet lui-même de calculer l'adresse de paiement unique P. Bob utilise cette clé publique B et la clé privée correspondante B minuscule pour l'étape du scanning. Mais il utilisera également la clé privée B minuscule pour calculer la clé privée P minuscule, qui permet justement la dépense depuis l'adresse P, adresse sur laquelle Alice va effectivement envoyer des bitcoins. L'inconvénient de cette méthode est que la clé privée B minuscule, qui permet de calculer toutes les clés privées des adresses ayant reçu des Silent Payments, est également utilisée par Bob pour scanner les transactions. Cette étape, elle nécessite forcément que la clé privée B minuscule soit disponible sur un logiciel de portefeuille connecté à Internet, ce qui l'expose donc davantage au risque de vol par rapport à une conservation sur un portefeuille froid. Idéalement, il serait bénéfique pour l'utilisateur de pouvoir tirer parti des Silent Payments tout en maintenant la clé privée B minuscule qui contrôle justement l'accès à toutes les autres clés privées en la maintenant sécurisée sur un hardware wallet. Heureusement, le protocole a été adapté pour permettre exactement cela. Pour ce faire, le BIP 352 prévoit que le receveur utilise deux paires de clés différentes. On va avoir B-Spend et B-Scan. B-Spend est utilisé, comme son nom l'indique, pour calculer les clés privées des adresses de paiement uniques, et B-Scan est utilisé pour trouver les adresses de paiement uniques.
De cette manière, Bob il peut conserver la clé privée bspend sur un hardware wallet et utiliser la clé privée bscan sur un logiciel en ligne pour trouver ces silent payments sans pour autant révéler bspend sur un logiciel connecté à Internet. En revanche, les clés publiques bscan et bspend sont toutes deux révélées publiquement puisqu'elles se trouvent les deux dans l'adresse statique B de Bob. On a donc B, c'est-à-dire l'adresse statique, l'identifiant statique de Bob, qui est égal à la concaténation de bscan et de bspend public, donc B majuscule. Pour calculer une adresse de paiement unique P0 appartenant à Bob, Alice, elle va donc dorénavant effectuer le calcul suivant. P0 est égal bspend plus le hachage de input hash .a minuscule .bscan concaténé avec 0, donc ça c'est pour avoir P0 la première adresse, et le tout .g. Pour trouver les paiements qui lui sont adressés, Bob va effectuer le calcul suivant. C'est ce que vous voyez ici sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, jusqu'ici, Bob n'a pas eu besoin d'utiliser B minuscule spend, c'est-à-dire la clé privée qui se trouve sur son hardware wallet. Lorsqu'il souhaitera dépenser P0, il pourra alors faire le calcul suivant pour trouver la clé privée P minuscule 0. C'est le calcul que vous voyez à l'écran. Bob dispose donc d'une adresse statique B majuscule pour les silent payments, tels que B majuscule est égal B majuscule scan concaténé avec B majuscule spend. Le problème avec cette méthode, c'est qu'elle ne permet pas de ségréguer les différents paiements envoyés à cette adresse. Par exemple, si Bob dispose de 2 clients différents pour son entreprise et qu'il souhaite bien différencier les paiements de chacun, il va avoir besoin de 2 adresses statiques différentes. Une solution naïve à cela, avec l'approche actuelle, serait pour Bob de créer tout simplement 2 portefeuilles séparés, chacun ayant sa propre adresse statique, ou même par exemple d'établir 2 adresses statiques différentes au sein d'un même portefeuille. Mais le problème, c'est que cette solution, elle requiert de scanner toute la blockchain 2 fois, puisque pour chaque adresse statique, on doit scanner toute la blockchain et la scanner en permanence, surveiller s'il n'y a pas des paiements qui arrivent. Donc si on utilise 2 adresses statiques différentes, on va faire le scanning 2 fois. Et ça, ce double scanning, ça augmente irraisonnablement la charge opérationnelle pour Bob. Pour résoudre ce problème, le BIP 352 utilise un système de labels qui permet de disposer d'adresses statiques différentes sans pour autant augmenter irraisonnablement la charge de travail pour trouver les silent payments sur la blockchain. Pour ce faire, on va ajouter un entier M minuscule à la clé publique de dépense B majuscule spend. Cet entier, il peut prendre la valeur de 1 pour la première adresse statique, puis de 2 pour la seconde, etc. Les clés de dépense B majuscule spend s'appelleront donc désormais B majuscule M et seront construites de cette manière. B majuscule M est égal B majuscule spend plus H B minuscule scan, concaténation M. Donc M, encore une fois, c'est l'entier qu'on veut utiliser, c'est notre label, le tout .g. Donc par exemple, pour la première clé de dépense avec le label 1, ça nous donnerait l'équation que vous voyez à l'écran. L'adresse statique publiée par Bob sera donc dorénavant composée de bscan, toujours pareil, ça ne bouge pas, et de bm, au lieu de bspend, ici on met bm. Par exemple, la première adresse statique avec le label 1 sera la suivante que vous voyez à l'écran, b est égal bscan concaténé b1. Alors pour information, on commence seulement à partir du label 1 et pas du label 0 parce que celui-ci, il est réservé pour le change dans les silent payments. Alice, de son côté, elle va dériver l'adresse de paiement unique P de la même manière qu'auparavant, de ce qu'on a dit, mais en utilisant B1 à la place de bspend, tout simplement. Donc c'est ce que vous voyez sur l'équation à l'écran. En réalité, Alice, elle ne sait même pas forcément que Bob dispose d'une adresse labellisée parce qu'elle utilise simplement la seconde partie de l'adresse statique qu'il lui a fournie. Et en l'occurrence, cette valeur, c'est B1 plutôt que bspend, mais ça, elle ne peut pas vraiment le savoir. Pour scanner les paiements, Bob va toujours utiliser la valeur de son adresse statique initiale avec bspend de cette manière, avec l'équation que vous voyez à l'écran. Puis il va simplement soustraire la valeur qu'il trouve pour P0 de chaque output un par un. Il vérifie ensuite si un des résultats de ces soustractions correspond à la valeur d'un des labels qu'il utilise sur son portefeuille, et si ça match, par exemple pour l'output 4, disons, avec le label 1, cela veut dire que cet output est un silent payment associé à son adresse statique labellisée B1. C'est justement l'équation que vous voyez à l'écran, donc cette fameuse soustraction,
Et cela fonctionne tout simplement parce que B1, c'est égal à bspend plus le hachage de B minuscule scan concaténé avec 1, le tout.g. Grâce à cette méthode, Bob peut utiliser une multitude d'adresses statiques, par exemple B1, B2, B3, B4, etc., toutes dérivées depuis son adresse statique de base, c'est-à-dire B qui est égal à bscan concaténé bspend, afin de bien séparer justement les usages. Il peut avoir un usage spécifique pour B1, un autre usage pour B2. Par exemple, on peut imaginer un identifiant statique pour chaque client, où on peut imaginer toutes sortes de choses en fait que l'on veut séparer au niveau de notre portefeuille. Alors attention toutefois, quand on parle de séparation des adresses statiques, ça vaut uniquement d'un point de vue de gestion personnelle du portefeuille, mais ça ne permet pas de séparer les identités. Puisque comme vous l'avez vu, dans la construction des adresses statiques labellisées, il y a toujours la partie bscan qui est commune à toutes les adresses statiques labellisées dérivées depuis une même adresse statique de base. Donc finalement, il est très facile d'associer toutes les adresses statiques ensemble et de déduire qu'elles appartiennent à une unique entité. Voilà, donc attention, publiquement, les adresses statiques labellisées, elles sont associées. Ça ne vous permet pas de séparer des identités. Ça vous permet uniquement de mieux gérer votre portefeuille personnel en local, mais ce n'est pas un outil de confidentialité. Enfin, pour ce qui est de la construction des adresses de Silent Payments, il faut simplement dériver deux paires de clés dans son portefeuille HD. Donc bscan pour rechercher les paiements qui nous sont adressés et bspend pour dépenser les bitcoins que l'on a reçus. Et ces paires, elles sont simplement dérivées avec un chemin standard sur le mainnet qui est M352.0.0.1.0 tout en dérivation renforcée sauf la dernière dérivation pour la clé de scan. Et pour la clé de spend, c'est pareil, sauf que à l'avant-dernier étage de dérivation, on a 0 à la place de 1. Donc une fois que l'on dispose de ces deux paires de clés, il suffit de les concaténer, c'est-à-dire de les mettre bout à bout pour créer la charge utile de l'adresse statique. Une fois qu'on a la charge utile, il faut y ajouter le HRP, c'est-à-dire la partie lisible par l'homme, qui est en l'occurrence SP pour les Silent Payments, et la version Q, qui correspond à la version 0. On ajoute aussi évidemment une checksum à la fin de notre charge utile pour garantir son intégrité, et on encode le tout en Bech32M, c'est-à-dire le même format que les adresses Taproot. Un point important concernant les adresses statiques que vous avez sûrement pu saisir dans les sections précédentes réside dans le fait que ces adresses ne sont pas visibles dans les transactions. Seules les adresses de paiement, P, utilisées dans les outputs, apparaissent sur la blockchain dans le format Taproot standard. Mais de l'extérieur, il est impossible de distinguer une transaction qui implique un Silent Payments d'une transaction ordinaire qui utilise des outputs P2 tiers. De même que pour le BIP47, il est impossible d'établir une connexion entre une adresse statique B et une adresse de paiement P dérivée à partir de B. En effet, même si Eve, une potentielle attaquante, tente de scanner la blockchain à partir de l'adresse statique de Bob B, elle ne pourra pas réaliser les calculs nécessaires pour déterminer P. Pour cela, elle aurait besoin soit d'avoir accès à la clé privée B minuscule de Bob, B minuscule scan, soit la clé privée d'Alice de l'envoyeur, c'est-à-dire A minuscule, mais ces deux éléments, ils sont bien entendu privés. Il est donc impossible de faire le lien entre les deux, ce qui veut dire que pour vous, il est possible de lier explicitement votre adresse statique avec une forme de votre identité personnelle, cela ne pose pas de problème. Enfin, on peut se demander comment utiliser les Silent Payments. Eh bien, la proposition des SP est relativement récente, elle n'a pas été implémentée sur beaucoup de logiciels. Moi, à ma connaissance, il n'y en a que 3 pour le moment qui l'ont implémenté. Il y a Cake Wallet, Silentium et Donation Wallet. Nous vous proposerons prochainement des tutoriels dédiés pour mettre en place votre adresse statique de Silent Payments. Donc, je vous conseille d'aller surveiller la partie tutoriel sur notre plateforme Plan B Network pour voir si on a sorti nos tutoriels sur les Silent Payments. Dans le chapitre suivant, qui est donc le dernier chapitre de la formation, nous allons faire une conclusion pour résumer un petit peu, revoir un petit peu toutes les informations que nous avons vues dans cette formation. Félicitations pour avoir terminé cette formation sur la confidentialité sur Bitcoin. Nous avons abordé de nombreux sujets avancés et techniques dans cette formation, mais il n'est pas impératif d'utiliser tous les outils présentés.
L'objectif principal était de vous donner le pouvoir de choisir les informations que vous souhaitez divulguer et celles que vous préférez garder confidentielles dans votre utilisation de Bitcoin. Cela incarne l'essence même de la protection de la vie privée. Pour faire des choix éclairés sur les informations à partager ou à cacher, il faut être conscient des implications de nos actions. J'espère que cette formation vous a aidé à acquérir ces connaissances. Si je devais choisir la partie la plus importante de cette formation, je prendrais la section dédiée à l'analyse de chaîne. Comprendre les techniques employées par vos potentiels attaquants est le meilleur moyen pour vous en protéger. Mon conseil serait donc de revoir attentivement cette partie et d'essayer de saisir bien tous ces détails. Dans cette formation, nous nous sommes concentrés exclusivement sur la confidentialité de Bitcoin sur la chaîne principale. Les enjeux de confidentialité sur les systèmes de seconde couche, comme le Lightning Network et les sidechains par exemple, sont également importants et possèdent des caractéristiques très spécifiques. Bien que l'utilisation de transactions off-chain puisse être une stratégie efficace pour contourner de nombreux risques de traçabilité sur Bitcoin que nous avons étudiés, elle expose à d'autres risques qu'il est aussi essentiel de connaître. C'est pour cela que ces sujets seront abordés dans une future formation dédiée sur Plan B Network. Enfin, si vous avez apprécié cette formation, je vous serai très reconnaissant de la partager avec vos proches et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, à bientôt.